Je m'appelle Daniel Digna et vous écoutez Vitamine Sud. Entrepreneur, CEO, créateur, sportif, j'ai décidé de rencontrer celles et ceux qui font bouger le Sud. Des parcours d'exception, des personnes qui ont osé, qui ont échoué, rebondi et trouvé leur manière de réussir. Vitamine Sud, c'est votre dose d'énergie pour croire en vous et vivre vos rêves ici. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vitamine Sud où je suis heureux d'accueillir mon premier sportif de très très haut niveau. C'est un épisode exceptionnel que nous enregistrons dans un lieu exceptionnel, le Cercle des Nageurs de Marseille. Nous sommes face à la mer avec un soleil, un ciel bleu. Alors, prenez un instant pour imaginer la scène suivante. Vous retenez votre souffle pendant plusieurs minutes. Vous descendez dans une obscurité totale où la pression écrase votre cage thoracique et tout cela sans assistance, sans palme, à la seule force de vos bras et de vos jambes, sur une seule respiration. C'est la discipline reine de l'apnée, la plus pure et la plus difficile. Mon invité du jour est Morgan Bourkis. Surnommé Mister Perfect en équipe de France pour sa technique, il est triple champion du monde et a obtenu son dernier titre à 41 ans. Il incarne la preuve que la performance ne vient pas que de la force, mais aussi d'une maîtrise mentale absolue. On va parler de gestion des émotions, des méthodes derrière ses exploits, d'écologie marine et de l'art de réussir en prenant son temps. Préparez-vous à une grande bouffée d'oxygène. Bienvenue Morgan. Salut Daniel, merci pour cette intro. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être ici à tes côtés. Comme tu le dis, on a une superbe vue sur la Méditerranée qui est déchaînée un peu aujourd'hui. On entend un peu le vent, mais c'est super, la lumière est incroyable et je suis très content d'être ici au Cercle des Nageurs de Marseille que je fréquente depuis plus de 10 ans maintenant, qui m'a beaucoup accompagné pendant ma carrière sportive. Donc c'est très chouette de faire ça ici. Carrément, c'est super sympa aussi de ta part, de la part du Cercle des Nageurs de nous accueillir ici pour ce spot incroyable. Est-ce que 2026 démarre bien pour toi pour le moment ? 2026 démarre bien, je l'espère. Moi, je dois accueillir un petit être d'ici quelques jours, puisque le terme de la grossesse de ma compagne est le 21 janvier. Donc, les valises sont prêtes, on attend. Et donc, je pense que oui, 2026 commence de la plus belle des manières. Trop bien, félicitations à vous deux du coup. Alors, Morgan, je t'ai présenté un peu brièvement par rapport à ce que j'ai pu trouver en ligne. C'était pas compliqué. Toi, comment est-ce que tu te présentes quand on te demande de te présenter Voilà, je te propose de te présenter. Je suis plongeur apnéiste, je suis aussi chef d'entreprise et aujourd'hui, je suis engagé sur diverses missions. J'ai plusieurs casquettes, on va dire. Ma carrière sportive, elle est derrière moi maintenant. Mon dernier titre, comme tu l'as dit, c'était en 2019. Et aujourd'hui, donc, je suis coach pour des jeunes athlètes. Donc, j'entraîne à distance, notamment des athlètes femmes et hommes qui sont certains aux portes ou en équipe de France ou en autre équipe internationale. Et j'ai aussi des particuliers qui ont envie d'avoir un suivi un peu plus individualisé. Donc, je propose cela aussi. Je suis encore ambassadeur auprès de marques. Donc, j'ai un partenaire très important, un partenaire horloger qui s'appelle Tudor, qui est un horloger suisse. Et nous venons de fêter, l'année dernière, nos 10 ans de collaboration. C'était un des acteurs majeurs de la deuxième partie de ma carrière qui m'a vraiment permis de me professionnaliser. Aujourd'hui, même si ma carrière sportive est terminée, nous avons encore ce partenariat qui fonctionne avec d'autres, valeurs à véhiculer aussi. Et c'est vraiment une histoire longue avec une équipe audacieuse et vraiment proche. Et donc j'ai vraiment, c'était vraiment un plaisir de poursuivre ce partenariat avec Tudor. Et après, je suis aussi intervenant en entreprise, puisque ma carrière aussi
comporte quelques histoires qui peuvent être partagées, des histoires belles, des histoires où il a fallu un peu plus batailler également, se relever. Et donc j'interviens en entreprise depuis plus de 10 ans maintenant sur divers thèmes comme la motivation, mais aussi le ralentissement que je développe beaucoup aujourd'hui, puisqu'on le verra peut-être un peu plus Ouais. tout à l'heure, mais le ralentissement est un des paradigmes de l'apnée, puisque pour être performant, il faut ralentir. Le corps ralentit pour économiser son oxygène et toute cette physiologie dans lequel on tend un peu vers la léthargie, influence aussi à un moment donné ton mode de vie et ton quotidien. Ouais. Et l'apnée n'a pas été qu'une simple passion sportive, elle a été un métier, mais elle a aussi influencé ma manière de me comporter par rapport aux gens et ma Mmh. manière de réagir face à une situation. Mmh. Et elle a vraiment déteint, je dirais, dans ma manière de me comporter au jour le jour. OK, super intéressant, enfin une vie, riche avec, beaucoup de facettes Mmh. et d'expériences. Tu parlais du ralentissement, effectivement, je voulais en parler, après, d'avoir un peu parcouru ton chemin jusqu'à champion du monde, mais peut-être rentrons un peu, direct dans ce sujet parce que ce matin, je publiais un épisode avec un coach, pour dirigeants, Boris, qui parlait justement, de ses clients qui, faisaient des burn-out, qui avaient un peu des moments difficiles de brouillard, mental, et qui passaient un peu leur temps à faire uniquement des sprints, à courir toujours après un objectif sans, prendre de repos. Et donc mon invité Boris disait que, il faudrait que peut-être que les entrepreneurs s'inspirent des athlètes de haut niveau et alternent entre des sprints, des phases de repos, pour, mieux performer. Du coup, quelle est la notion de ralentissement dans l'apnée et comment tu l'as transposée dans tes séminaires ou avec tes entreprises clientes? Mais déjà, le point que tu soulèves sur les burn-out, c'est un des gros sujets quand même du monde de l'entreprise aujourd'hui, hein. Mmh. Salariés, entrepreneurs, il y a vraiment cette problématique qui est très grande aujourd'hui, qui n'est pas qu'un simple sujet, qui malheureusement reste encore un peu tabou, mais les chiffres, des diverses études qui sortent régulièrement montrent que, on est quand même sur des pourcentages de la population, active qui sont touchés par le burn-out, qui sont quand même, très conséquents et c'est Ouais. vraiment un mal, très important à prendre en considération. Mmh. Hem Le ralentissement dans l'apnée, je te le disais un petit peu tout à l'heure, c'est effectivement rentrer dans cette espèce d'économie d'énergie Mmh. pour pouvoir performer. Hem, c'est intéressant parce qu'en apnée, il n'y a pas de notion de vitesse et c'est d'ailleurs pas un critère que l'on mesure. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier arrivé qui va gagner. C'est, celui qui va rester le plus longtemps, celui qui va descendre le plus profond, celui qui va aller le plus loin. Mais s'il le fait à la vitesse d'un escargot, il a le droit Mmh. et il ne sera pas, moins bien noté que celui qui sera le lièvre, on va dire. Mmh. Par contre, il y a bien évidemment une mesure à prendre, c'est-à-dire que, si on va pas assez vite, on va quand même consommer, on ne va pas aller suffisamment loin, par exemple. Si on va trop vite, par contre, ça c'est clair, on va énormément consommer et en général, on n'ira pas aussi loin que voulu. Mmh. Donc il y a vraiment ce principe de vitesse, optimale mais qui est quand même une vitesse plutôt lente, efficace. On a véritablement cette Mmh. efficience du geste, économe à travailler pour pouvoir à chaque fois, hem, avancer avec le minimum d'énergie. Donc là, Mmh. c'est vraiment l'efficience même et le but, c'est avec cet état d'esprit d'aller, comme je te le disais, soit le plus loin, le plus profond, le plus longtemps possible. Et 2 athlètes qui auraient une vitesse différente, par exemple, pour, descendre à 100 mètres, le premier mettrait 3 minutes ou le deuxième 3 minutes 30, par exemple, aller-retour et les 2 seraient sur, la même marche du podium. Un OK. peu, hein, la Ouais. vitesse ne rentrerait pas en compte. Ouais. Donc il y a vraiment ce principe-là à prendre en compte et qui, en fait, ouvre, et décrit Mmh. véritablement cette activité. Ouais. Ce ralentissement, cette économie d'énergie qui se retranscrit d'un point de vue physiologique, hein, la bradycardie, c'est-à-dire le ralentissement du cœur, la fermeture des vaisseaux périphériques, Mmh. au niveau artériel, au niveau des muscles, au niveau de la peau, au niveau des membres supérieurs et inférieurs, au profit, en fait, d'une suralimentation du cœur et du cerveau. C'est-à-dire qu'on va vraiment privilégier ces 2 organes nobles comme un instinct de survie, en fait Mmh. et ces 2 organes qui doivent être, en fait, en bon état de fonctionnement pour pouvoir prendre les bonnes décisions, Ouais. notamment et pour pouvoir rester, je dirais, lucide sur la situation qui reste, en fait, une situation critique parce que, Ouais. s'arrêter de respirer,
c'est contre Mmh. nature et c'est pas anodin. On joue quand même avec une fonction physiologique qui est essentielle à la vie. Ouais. Sans oxygène, on ne vit pas et nous aussi, les apnéistes, hein, on n'est pas différents des autres. Il y a juste qu'on a façonné notre corps pour pouvoir soutenir un peu plus, enfin je dirais Mmh. un peu moins d'oxygène que les autres, rester Mmh. un peu plus longtemps, aller plus profond, mais on est comme les autres, on a besoin de cet oxygène malgré tout pour Ouais. vivre. Sauf qu'on a transformé notre physiologie pour l'économiser au maximum et fonctionner un peu différemment et OK. notamment fonctionner au ralenti. C'est super intéressant parce qu'en plus, de tout ce que tu décris, enfin, à la fin de l'épreuve, faut que tu reviennes donc à la surface de l'eau et que tu signales au juge que tu es OK, que tu es conscient parce que ça arrive à d'autres, enfin, à des athlètes à certaines épreuves de faire, la descente, donc la distance, de refaire la remontée, mais ensuite de plus être en état conscient, à l'arrivée. Donc Exactement. cette économie d'énergie, elle va jusqu'au dernier centimètre, quoi. Il faut garder la lucidité, il faut garder la maîtrise de soi. Mmh. C'est-à-dire que tu peux être sur un effort en apnée très poussé, extrême, mais il faut que tu gardes cette marge pour que lorsque tu arriveras à la surface, tu montres que tu es en totale capacité de tes moyens, en totale maîtrise de ta performance, Mmh. parce que tu dois respecter notamment ce qu'on appelle un protocole de surface. Et à partir du moment où tu émerges à la surface, que ça soit en piscine ou en mer, suivant les épreuves, tu as 15 secondes pour enlever ton équipement facial, qui peut être un masque, un simple pince-nez, des lunettes aussi. Respirer, bien évidemment. Mmh. Faire ce signe international avec ce pouce et cet index qui se joignent pour faire un O, qui veut dire OK, et dire la phrase derrière I am OK. Ah, Et tout OK. ça en 15 secondes et Mmh. dans cet ordre-là. OK. C'est-à-dire Ouais. équipement, signe et la phrase. Et non OK. pas dans un sens inverse, et non pas le signe en même temps que la phrase, et non pas en 15,1 Ouais. secondes. C'est vraiment très précis pour montrer que je maîtrise complètement En mon champ. état, en fait, mes émotions, Mmh. ma fatigue, Ouais. et j'ai encore suffisamment d'oxygène pour être lucide. OK, super Et quand on intéressant. a fait une apnée Ouais. un peu importante, parfois, c'est compliqué de Ouais. garder cette maîtrise jusqu'au bout. OK. Bon, j'ai plein de questions du coup sur l'apnée, mais peut-être rembobinons, un peu, avant cela. Toi, tu as grandi à Tours, il me semble, donc assez loin, de la mer, et du cercle des nageurs de Marseille. Hem, je crois que tu commences à étudier donc STAPS, enfin des études sportives, après l'école. Ton père était professeur de sport et ta mère infirmière, il me semble. Hem, à 15-16 ans, quel était le rêve de gosse de Morgane et est-ce que, bah, tu vivais déjà uniquement par le sport à cet âge-là? Est-ce que tu avais déjà conscience de l'apnée à ce moment-là? Enfin, est-ce que tu peux nous décrire un peu, voilà, fin de ton adolescence et début, étudiant, Alors oui, j'ai grandi à Tours, donc éloigné de la Méditerranée, donc ce n'était pas du tout mon quotidien. Par contre, la Méditerranée était présente pendant les vacances, puisque mes parents nous emmenaient voyager avec ma famille, très régulièrement. Donc c'était pas long, hein, c'était 15 jours, 3 semaines, exceptionnellement, 1 mois, mais dans les diverses îles et les divers pays qui bordent et qui composent cette Méditerranée. Donc ça m'a vraiment influencé et plus que je ne le pensais à l'époque, en Mmh. tout cas. J'ai vraiment cette connexion avec cette mer, plus que je ne l'ai avec d'autres, malgré mes voyages, malgré mes voyages par la suite avec les compétitions qui m'ont emmené à plonger aux 4 coins du monde. Mais j'ai vraiment cet enracinement et ce lien avec la Méditerranée, cette culture, ces religions, ces langues, c'est la mythologie, les plats, les saveurs, les odeurs, les couleurs, les paysages. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué enfant Mmh. et qui m'a fait vraiment, m'accrocher à cette mer, mais ce territoire, en fait. Mmh. Ce carrefour des civilisations, Ouais. c'est véritablement notre berceau à nous, civilisation, occidentale, européenne, mêlée à l'Orient, bien évidemment, Mmh. et l'Afrique, mais c'est vraiment ce carrefour qui m'a beaucoup marqué et par contre, comme tu le dis, éloigné, Mmh. puisque c'est vraiment que pendant les vacances. Donc Mmh. moi, j'ai fait des sports très urbains. Et tu J'ai avais fait des endroits particuliers dans la Méditerranée qui t'ont marqué, des vacances la là, Sicile, la Sicile, ouais. la Grèce, les Baléares, Ouais. Chypre aussi, donc vraiment C'est un joli tour, ouais. ouais, ce joli tour. Ouais, Ouais. ouais, 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 OK. vraiment, j'ai dû voilà, je dois avoir 10-12
pays, voilà, ou îles Mmh. qui ont marqué un peu mon enfance. Puis après, j'ai commencé à grandir, à ne plus partir avec mes parents. Mais voilà, sur cette grosse dizaine, voilà, de lieux, effectivement, moi, j'ai encore des flashs, effectivement, de situations. Mmh. Donc c'était très chouette. Génial. Mais pour revenir, voilà, sport très urbain, Mmh. natation, compétition. Basket, pendant plus de 12 ans, basket à haut niveau jeune, OK. aux portes des centres de formation D'accord. notamment. Donc ça m'a beaucoup marqué, des études qui ont enfin, un parcours pardon scolaire qui a été, mêlé au basket très fort parce que j'étais, pas non pas dans le sport-études, mais dans des centres d'entraînement régional de haut niveau. Mmh. C'est-à-dire c'est encore l'étape au-dessus. OK. On avait, 8 entraînements par semaine, des déplacements aux 4 coins de la France, de nombreux week-ends. Donc le basket a vraiment été au cœur véritablement de Mmh. mon adolescence et adolescent, je rêvais plutôt d'être Michael Jordan que Jacques Mayol. OK, OK. Ça c'est clair. OK, génial. Et Même là si voilà, je mettais ouais, la tête sous l'eau pendant les vacances, mais ma vie c'était vraiment le ballon ouais. orange. Et ton père, c'était quoi son sport favori, lui, vu qu'il était enseignant de sport? C'était le basket. Basket, OK, C'était donc le c'était basket, donc il fait du basket un peu comme papa, ça c'est clair. ouais. Mais voilà, j'avais aussi cette notion de pas être enfermé, et c'est probablement ça qui à l'époque m'a, je dirais, fermé peut-être un peu au niveau. C'est-à-dire que moi je voulais pas faire qu'une activité monobloc, j'avais pas cette capacité mentale à pouvoir m'enfermer, à être, complètement dédié à cela. Mmh. Je faisais de la musique, j'étais batteur, j'avais ce besoin véritablement d'équilibre et c'était, difficile pour moi de pouvoir m'investir complètement Mmh. dans ce sport-là, même si je l'aimais beaucoup. Très curieux, quoi. Ouais, j'avais Ouais, ces besoins d'être ouais, connexion quand même ouais. extérieure et OK, donc du coup, c'était compliqué d'être complètement dédié en fait à une ouais, pratique, de haut niveau et avoir la volonté de rentrer en centre de formation et de tenter d'être professionnel en fait. ouais. Donc et j'avais aussi cette, C'est à quel âge tu te dis: «OK, bah, le basket pro, sera pas pour oh moi»? bah, je dirais, à la fin de l'adolescence, Ouais. déjà, on va dire à 16, 17, 18 Mmh. ans, je sais que Mmh. je ne poursuivrai pas ça. Mmh mh. Je fais du basket encore jusqu'à, 20, 21 ans, on va dire. Mais après plus en mode régional, en mode, tranquille. Donc, Mmh. il y a vraiment eu cette, notion entre, on va dire le quatrième, troisième, seconde, première, terminale où c'était vraiment, le cœur de ma vie parce que Ouais. je faisais de très nombreux stages aussi, pendant les vacances. Donc, c'était vraiment puis mes parents se déplaçaient pour me permettre d'accéder aux entraînements le soir, Mmh mh. et cetera et tout. Donc c'était vraiment voilà des entraînements bi-quotidiens, Ouais, OK. en basket Assez avec des intense, ouais. horaires aménagés, Ouais. pour Ta pour scolarité. l'école. Ouais, pour la OK. scolarité. Mmh. OK, génial. Mmh. Et Donc donc il y a eu cette culture du sport, pratiqué, intensément, ouais, et la donc compétition. la discipline du haut niveau, quoi. Oui, OK. tout à fait. Et donc, tu fais ton bac, à ce moment-là, tu te dis quoi? Qu'est-ce que tu veux faire Je dans ta vie? Ouais, donc je poursuis des études en sciences et techniques du sport, donc la fac de sport classique. Très rapidement, je comprends que je voudrais pas être prof de Mmh. sport comme mon père. Par contre, la recherche en physiologie de l'exercice Mmh. m'intéresse beaucoup OK. et je me dis que j'ai envie de poursuivre là-dedans. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pendant quelques années. Donc J'irai avec une jusqu'à approche intellectuelle du sport, du coup? Oui, Ouais. tout à fait. OK, Une approche intéressant. intellectuelle et une approche surtout physiologique, c'est-à-dire, pas forcément, comportementale ou biomécanique ou autre. C'était vraiment la physiologie qui m'intéressait, et donc j'irai jusqu'à un bac+5 comme ça, donc un DE à l'époque, ce qui correspond à un master 2 Ouais, aujourd'hui. ouais. Je voulais faire une thèse, C'était à Poitiers, c'est ça? c'était à Poitiers, Ouais. exactement. OK. Donc, de ma première jusqu'à ma quatrième année, je serai à Poitiers. Ma cinquième année, je déménage déjà à Marseille Mmh. et hem et c'est vraiment, là-dedans que j'ai envie de percer. Je voulais bien même faire une thèse à l'époque, mais OK. je pourrais pas pour diverses, raisons. Et la physiologie, là, juste pardon, tu, enfin, tu étudies la physiologie par rapport à un sport en particulier ou le sport en général ou? Le sport en général au départ, OK, puis la plongée en apnée OK. rapidement, en fait. OK, donc c'est Parce que par les études, oui, à Poitiers qu'elle a il fait y a eu la cette rencontre, il y a eu cette double casquette, en ouais, fait, OK. qui va se poursuivre après. C'est-à-dire qu'en quatrième année, donc en troisième année, c'est ma dernière année de basket. Je Mmh. suis du coup en licence et puis Mmh. j'arrête. Voilà, Ouais. j'ai décidé de véritablement, quitter les parquets et le ballon orange, Mmh. même si je continuerai à jouer sur les playgrounds après, pour le plaisir. Mais du coup, j'ai envie de me remettre à l'eau,
La natation a été un des, comment dire, une des épreuves obligatoires pour tous les étudiants. Ouais. Et le fait de renager, parce que j'ai fait quand même beaucoup de natation aussi avant, m'a plu. Et j'ai envie en fait de retourner à l'eau, mais de retrouver un peu la plongée. C'est-à-dire que adolescent, j'ai commencé aussi à passer des brevets de plongée scaphandre notamment. Mmh. Et ici, pas très loin de Marseille, à Agneulon sur la Côte Bleue, je Ouais. venais déjà explorer un peu les fonds de la Méditerranée ici près de Marseille. Super endroit à Niolan Ouais. pour les fous. J'ai fait 3 étés là-bas quand je partais plus à mes parents et ça m'a beaucoup marqué aussi. Je voyais Marseille de loin, mais je n'avais pas encore assez à cette ville. Mmh. Et donc, j'ai envie de continuer un peu la plongée, mais très rapidement, il y a une section apnée dans ce club de plongée à Poitiers, en Ouais, piscine, bien évidemment, ouais. qui est là avec un vieux monsieur qui nous apprend à faire des longueurs. Donc, c'est très empirique, mais c'est sympa et je découvre véritablement ce sport de glisse sous l'eau. Euh, Qu'est-ce que procure l'arrêt de la respiration, véritablement? Cette maîtrise de cette physiologie, de cette fonction physiologique, la seule dont on peut prendre le contrôle, hein. Mmh. On peut pas réguler par la volonté sa fonction cardiaque. On peut pas décider quand est-ce que on va digérer, quand est-ce qu'on Mmh. va mettre en place notre fonction d'excrétion, notre fonction hormonale. Par contre, on peut décider de comment est-ce que l'on respire. On peut décider d'arrêter de respirer. Et ça, c'est la seule fonction dont on peut prendre le contrôle. Et en fait, je découvre véritablement ces sensations très puissantes sous l'eau et ça m'intéresse beaucoup, ça m'interpelle à tel point que du coup, comme je m'oriente vers cette recherche en physiologie de l'exercice, je décide que la plonge en apnée sera aussi un sujet d'étude et je OK. deviens de mes propres cobayes également dans les 2 ans d'études que je ferai sur la OK, physiologie génial. cardiovasculaire de l'homme en apnée. Donc sur les 2 dernières années, tu te spécialises du coup sur Oui, la physiologie en apnée. oui. Et juste pour, peut-être que certains auditeurs, connaissent pas très bien le terme, la physiologie, c'est quoi exactement, C'est, on va dire, vraiment l'étude de toutes les fonctions biologiques qui permettent au corps, Mmh. je dirais aux différents organismes, hein, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt le corps humain, Mmh. de fonctionner. Donc, la OK. physiologie va concerner, par exemple, la fonction cardio-respiratoire, Mmh. la fonction hormonale, la fonction musculaire, la fonction digestive. Et moi, du coup, la physiologie sportive, c'est comment est-ce que la physiologie du sport, je dirais, c'est Mmh. comment est-ce que le corps va fonctionner pour soutenir Ouais. un effort long, un effort court, le mouvement. OK. Et moi, je me suis spécialisé du coup sur l'arrêt de la respiration avec le mouvement, donc ce qui caractérise notamment la plongée en apnée. OK, super Voilà. intéressant. Et il y avait déjà un peu de recherche là-dessus, quand tu commences ou tu étais un pionnier, Alors, il y avait la recherche en physiologie sur l'apnée date déjà des années 60, on va OK. dire, puisque ça a été un sujet d'étude aussi pour l'armée, Mmh. notamment pour les sous-mariniers. Et puis les années 60, les années 70, c'est aussi la période en fait du Grand Bleu qui est relatée dans Ouais, le ouais, film, ouais. hein, c'est l'épopée Mayol-Mallorca et ça date de Mmh. ces années-là. Ouais. Et c'était des gens qui étaient très suivis par la physiologie, par les médecins, parce que ils faisaient des choses extraordinaires qu'on ne connaissait pas. Et donc ça a vraiment commencé dans ces années-là. Donc il y a quand j'arrive, je Mmh. révolutionne pas la physiologie de OK. l'apnée, hein. Je poursuis voilà des études qui sont déjà présentes, des choses qui sont déjà connues. Moi, je travaille sur notamment la vasoconstriction, c'est-à-dire la fermeture, la réduction de la lumière des artères, c'est-à-dire la fermeture de leur diamètre, pour permettre justement un afflux de sang moins important dans certains territoires. Et là, Mmh. en l'occurrence, c'est la périphérie, parce que dans l'apnée, la périphérie n'est pas essentielle à la survie. C'est vraiment le centre, le cœur et le cerveau. Donc, j'étudie vraiment cette vasoconstriction à l'aide d'imagerie, donc à l'aide d'un échodoppler notamment. OK. Ça se faisait peu à l'époque et du coup, le but, c'est de pouvoir vraiment mesurer cette lumière qui va se réduire Mmh. au niveau artériel et puis le flux sanguin aussi qui va être Mmh. mesuré dans ces territoires-là et qui va du coup véritablement baisser parce que ces territoires vont être un peu délaissés au profit du centre. Donc je travaille OK. beaucoup là-dessus pendant ces 2 ans. Waouh, c'est très, très, très technique du coup, Oui. waouh. Et tu disais, tu étais ton propre cobaye du coup, Oui, je participais en fait tu aux manip en fait, OK, en tant que l'étudiant chercheur, mais j'allais ouais, aussi, avec les capteurs sur moi, jouer en fait le cobaye au même titre que les autres personnes OK, qui étaient sélectionnées. OK. Ouais. Et tu parlais donc du rôle, des flux sanguins, dans,
la plongée. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, du coup, au niveau des flux sanguins? Ils On a vont aux des extrémités? on a des grosses redistributions et c'est justement l'inverse, Ouais. c'est-à-dire que tout ce qui va être extrémité va être délaissé. Donc il y a beaucoup moins de sang au niveau de la peau, au niveau des doigts. Bien Mmh. évidemment, tu en as encore dans les gros muscles, et cetera. Mais Mmh. le sang va véritablement se concentrer dans le compartiment central, donc dans le tronc, Mmh. autour des poumons pour les protéger comme des coussins protecteurs. C'est ce qu'on appelle le blood shift. Tu as véritablement un transfert sanguin d'immersion qui va arriver lorsque tu te mets dans l'eau et que tu descends notamment. Mmh. Ce coussin protecteur qui va protéger les poumons de l'écrasement. Et puis, tu as véritablement en fait une physiologie prioritaire qui va s'installer sur le cœur et le cerveau, par exemple, au niveau de tes carotides. Au contraire de la périphérie, leur diamètre va augmenter et tu vas avoir jusqu'à 7 à 8 fois plus de sang qui va transiter vers le cerveau. Mmh. Donc, c'est pas anodin non plus, hein, parce Ça, qu'en c'est termes dangereux, du coup, ou en pas? termes de pression artérielle, il faut être capable de le supporter aussi, hein. OK. Mais c'est un mécanisme protecteur parce qu'en fait, le cerveau va être toujours alimenté en oxygène pendant l'apnée Mmh. pour qu'il ne soit jamais en dette et n'est jamais dans des états critiques, OK. notamment. Donc, c'est véritablement un mécanisme protecteur. Cette vasodilatation carotidienne pour le Mmh. cerveau, vasodilatation aussi coronaire au niveau du cœur pour pareil, l'oxygéner comme il faut pendant l'apnée, pour le préserver Ouais. justement et pour le protéger. Et toi, de cette, recherche-là, de cette étude, de ces apprentissages, tu peux en tirer un enseignement concret, sportif plus tard? Ou est-ce que ça influe sur la manière dont tu vas plonger? Ou Alors en fait, ça a tout ça, c'est été pour moi un moyen de mieux connaître comment est-ce que mon corps allait réagir en fait à cette activité. À ce début, je suis pas encore lancé dans une démarche de haut niveau. ouais, OK. L'apnée, c'est encore pour moi une activité passion Ouais. que j'aime, que je découvre. Mmh mh. Donc je m'entraîne comme je peux. Il y a encore très peu de littérature sur l'entraînement notamment, hein. C'est le début des années 2000 et l'apnée n'a pas du tout la même connaissance et la même médiatisation qu'elle a Mmh. aujourd'hui. C'était un sport professionnalisé déjà? Il y avait déjà Non, des championnats du non, non, monde, il y a déjà des championnats du monde, mais OK. c'est de l'amateurisme OK. complet. Les premiers championnats du monde, c'est 96, OK. donc on est à 5 ans après. Mmh. Moi, j'arrive à Marseille en l'an 2000, je commence les études sur l'apnée en 99, donc on est Mmh. on est vraiment au balbutiement de l'apnée OK. et au balbutiement de l'entraînement en Mmh. apnée. Donc Ouais. c'est plus ces années-là, c'était plus pour moi un moyen de connaître Mmh. comment est-ce que ma physiologie Ouais, ton corps pour pouvoir fonctionne. m'entraîner Ouais. aussi parce qu'après, Mmh. j'avais la capacité de pouvoir faire mes propres entraînements Mmh. grâce aux études que j'avais faites, hein. Ouais, ouais. Même si c'est une activité particulière, il y a des principes quand même de base, la répétition, la vitesse de nage, l'intensité de nage, Ouais, etc. Il y a des choses qui sont quand même communes ouais. à l'entraînement, je dirais. Mmh. Et donc, ça m'a permis en fait de pouvoir ajuster, de créer mes propres entraînements OK. qui étaient encore un peu inconnus à l'époque, hein. À Ouais. l'époque, on se disait, on fait des séances, on répète des apnées, mais sans trop calculer, sans trop faire des choses comme ça. Ouais, Donc moi, ouais. ça a été un moyen de vraiment d'autodidacte, de Mmh. me former et de m'entraîner. OK. Génial. Et du coup, le déclic, il se passe à Marseille, c'est ça? Quand tu arrives à Marseille, c'est Ouais. là que tu décides de passer de l'étudiant à l'athlète? Quel est déjà, enfin, comment est-ce que tu arrives à Marseille? Alors, je fais une première année d'études, voilà, un première, on va dire, études supérieures, après la licence, donc une quatrième année à Poitiers. Mmh. Et puis je contacte en fait un médecin cardiologue, qui travaille sur l'apnée à Marseille, parce que j'ai envie du coup, voilà, de poursuivre ces études-là, mais de me rapprocher de la mer aussi, Mmh. puisque, l'activité en tant que telle m'intéresse aussi. J'ai pas envie de la poursuivre qu'en piscine. J'ai envie vraiment d'aller aussi dans la mer. Et donc, je fais du coup ma 5e année d'études à Marseille, à Lumini, à la faculté des sciences du sport de Marseille. Ça a dû bien changer en Ça 25. ça a bien changé, ouais, maintenant, c'est clair. Mais voilà, j'ai cette porte qui se ferme par rapport à la thèse et donc du coup, je commence à travailler non pas dans la physiologie de l'exercice, mais dans l'éducation spécialisée. OK. Parce que ça avait été aussi une des spécialités que j'avais développées en parallèle, c'est-à-dire le professorat, mais pas le professorat au niveau de l'éducation nationale, auprès d'établissements qui accueillent des enfants ou des adolescents, voire des adultes avec divers troubles. Des Mmh. troubles psychiatriques, des troubles intellectuels ou des troubles moteurs. Moi, je Mmh. m'étais surtout spécialisé sur le trouble intellectuel et psychiatrique. Et du coup, je vais en fait être prof de sport dans le milieu spécialisé auprès d'enfants et d'adolescents qui avaient des troubles de comportement et des troubles psychiatriques. Et ça va je vais travailler pendant 12 ans sur ce secteur-là.
tout en continuant à pratiquer l'apnée de loisir, mais qui progressivement va me prendre de plus en plus de temps, Ouais. et jusqu'à une première sélection en équipe de France en 2005. Ok. Je suis arrivé à Marseille en l'an 2000, Ouais. et en fait sur ces premières années, cette passion, on va dire, va véritablement se transformer en presque un principe de vie, on va Ok. dire, puisque à partir de 2005 jusqu'à 2019, je ne quitterai plus Ouais. l'équipe de France, en fait. Trop bien. Génial. Bah, déjà, premièrement, sur la partie professeur, c'est ça qui te permet du coup de vivre à côté de, ouais. Ok. Complètement. Je Oui. suis professeur à temps plein, et donc du coup, je mène ma carrière aussi sportive de front pendant de très très nombreuses années, puisque celle-ci va devenir de plus en plus intensive. Ouais. Je dirais qu'en 2003-2004, ça va encore, mais Ouais. 2005-2006, je commence à m'entraîner tous les jours, Ouais. à devoir gérer ma vie privée, ma fatigue et ma récupération et ma vie, on va dire mon job. Et c'est pas évident, Ok. c'est pas évident. Et- Mais j'ai ce statut de salarié. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Et justement, moi, j'ai envie de faire un petit zoom sur cette phase un peu fondatrice quand même entre 2000 et 2005 Oui, côté sportif, oui. donc où tu montes un peu en puissance. Euh, Bah, au début, quand c'était encore un loisir, enfin, je sais pas si c'est encore un loisir à cette époque-là, mais 2001, 2002, enfin, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour toi? Et l'année où tu intègres de l'équipe de France, ça ressemble à quoi à ce moment-là? Mmh. Une semaine d'entraînement pour voir un peu le cheminement, quoi. Bah, je dirais 2001, 2002, 2003, c'est 2 entraînements piscine, avec les copains, avec le club Mmh. d'apnée qui m'a accueilli, et dans lequel je suis encore, qui s'appelle le Massilia Sub, OK, c'est à vers où, Marseille. Ouais. c'est où à Marseille? Et en fait, on s'entraîne dans les Ouais. piscines municipales, OK, OK. et puis après on a un bateau à la Pointe-Rouge Ouais, OK, aussi. trop bien. Donc c'est plutôt des entraînements en mode associatif, hein, Ouais. bénévole, hein, donc c'est les seuls Mmh. créneaux qui me sont proposés. Mmh. Des sorties mer entre copains aussi un peu à l'arrache, là pour travailler la profondeur véritablement. Et donc c'est encore beaucoup d'à peu près, c'est encore beaucoup de bricolage. Mais Mmh. sachant que moi de toute façon je travaille aussi, donc je peux m'entraîner, je dirais aller 4 fois, 5 fois peut-être dans la semaine, je dirais entre 3 et 4 fois surtout. OK. Donc c'est encore un sport, je dirais, c'est encore une pratique amateur, Ouais. pour moi. Mais il n'empêche Mmh. que je progresse, et je fais les premières compétitions en 2001 à Marseille. C'est notre club qui l'organise d'ailleurs. Mmh. Toute petite compétition. Il y a très peu de compétitions encore à l'époque, hein. Mmh. C'est surtout Nice, qui est un peu le berceau de l'apnée moderne, mais pareil, c'est un petit groupe qui est Mmh. là-bas, donc il y a pas de circuit comme il y en a aujourd'hui, Mmh. avec des manches de Coupe de France, des manches de coupe régionale, etc. Ça n'existe pas encore. Mmh. Et donc on fait cette compétition. En 2003, je Et fais ces compétitions, vous êtes combien? C'est organisé par là on qui? est, c'est notre club qui l'organise, et on Ouais. est 12 compétiteurs. OK, Voilà. OK, très bien. Aujourd'hui, quand tu fais ne Vous êtes serait-ce que copains du coup, voilà, ouais. t'as Mmh. quelques Niçois, et Ouais. puis nous, et puis peut-être un gars de Montpellier, mais c'est Mmh. tout, c'est tout. Ouais. C'est vraiment quelque chose de Ouais. très local, en fait. Trop bien. Et du coup, en 2003, je fais une première compétition internationale à Mmh. Chypre, par Ouais. contre, puisque l'apnée est déjà internationale malgré tout, hein. Mmh. Et il y a de l'apnée un peu partout, dans le monde, en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, dans l'Europe de l'Est, en Australie aussi, tout ça, Mmh. donc en Asie. Moins en Chine et à Taïwan, ces pays-là, alors qu'aujourd'hui, ce Mmh. sont vraiment des gros marchés, Mmh. véritablement. OK. Mais ce n'est pas encore arrivé, je dirais, dans ces contrées-là. Ouais. Mais l'apnée déjà internationale se mobilise, se fédère. Il y a une agence internationale qui régit l'apnée, c'est l'AIDA, l'Association internationale pour le développement d'apnée, Mmh. qui est née en 92, et qui régit un peu les compétitions, notamment les premiers championnats du monde qui existent à cette époque-là. OK. Et les premiers championnats du monde, du coup, c'était quand? Ça a été en 96. Donc moi, je OK. suis pas encore là. Ouais. 98, les deuxièmes. 2000, une première Coupe du Monde. Mmh. Et moi, je participe à l'époque, ce sont surtout des championnats du monde par équipe. Ouais. Parce que on veut garder cet état d'esprit que c'est le groupe qui fait la performance, que tu as besoin des autres pour pouvoir pratiquer aussi de manière sûre, Mmh. pour ta sécurité. Et donc, en fait, on est plutôt en mode Coupe Davis du tennis, Mmh. c'est-à-dire chacun dans une équipe va faire des épreuves, rapporter des points pour son équipe, pour sa nation, Mmh. et non pas je concours pour moi, même si je Ouais. représente ma nation et je suis
à titre individuel champion du monde, par exemple. Non, là, c'est l'équipe qui est championne du monde et non pas l'individu. Ok, Et ça intéressant. va marquer un peu les 10 premières années de l'apnée. C'est-à-dire 96 jusqu'à 2005, 2005 qui est la première année des championnats du monde individuels. Individuel. Ok. Voilà, où cette Ok. fois-ci, tu représentes ton pays, mais tu concours pour toi. Ok, intéressant. Voilà. Et toi, la première fois que tu deviens champion du monde, c'est par équipe, non? C'est ça? C'est par équipe et c'est en 2006. 2006. Ok. Exactement. Ouais. Ok. 2005, c'est mon premier championnat du monde. 2006, ma deuxième sélection en équipe de France. Et là, c'est par équipe. Et donc, les championnats du monde d'apnée par équipe, c'est 3 athlètes, 3 hommes, 3 femmes, donc deux catégories. Et les 3 athlètes font 3 épreuves. Le poids constant avec palme, donc la profondeur, l'apnée statique, le temps, et l'apnée dynamique avec palme, la distance. Donc en fait, ces 3 variables, temps, distance, profondeur, c'est véritablement les 3 épreuves reines de l'apnée, les 3 variables que l'on mesure pour la performance. Mais après, ce qui va changer, c'est les moyens de propulsion. Est-ce que, par exemple, en apnée dynamique, tu mets des bipalmes ou une monopalme, ou est-ce que tu nages la brasse? Et à ce moment-là, on a plusieurs épreuves. Ok. Pareil pour la profondeur. Est-ce que alors, on descend toujours le long d'un câble, mais est-ce que tu y vas en nageant la brasse, en te tractant le long du câble, avec une monopalme ou avec une bipalme? C'est ce qui va faire aussi les différentes épreuves. Et les 3 épreuves là que tu citais, c'est palme. C'est à chaque fois, c'est palme distance, palme profondeur et le temps, l'apnée statique. Donc là, tu ne bouges pas. T'as pas de palme. Et l'apnée statique, c'est c'est ce que tout le monde a déjà fait une fois dans sa vie. C'est-à-dire allonger et à l'école, dans son lit ou dans sa piscine avec des copains, c'est-à-dire retenir son souffle sans bouger le plus longtemps possible. Et là, ce qui compte, c'est le plus longtemps possible. Oui, c'est le temps. C'est le temps uniquement. Ok, intéressant. Et toi, t'es en palme mais sans poids. Moi, ma spécialité après, ça a été de descendre en mer avec un lest que je peux prendre, mais que je dois ramener. C'est pour ça qu'on appelle ça le poids constant. Ah oui, le poids constant. Mais je n'ai pas de palme et je nage la brasse. Ouais, et tu te tires pas le long d'un câble. J'ai pas le droit de me tirer le long de ce câble. Je descends le long de ce câble, mais j'ai juste le droit de le regarder. Ok. Et en équipe de France, donc par équipe, 3 athlètes, chacun se spécialise du coup dans une discipline. Non, les 3 athlètes font les 3 disciplines. Donc ça demande d'être très complet. Ah ouais, intéressant. Ouais. Et de s'entraîner dans les 3 disciplines. Et on t'appelait déjà en 2005 Mr Perfect ou ça arrivait plus tard? Non, on m'appelait pas Mr Perfect. Par contre, j'avais cette capacité d'être complet. C'est-à-dire, j'étais pas bon dans une épreuve, mais par contre, j'avais cette capacité d'être moyen bon dans les 3 épreuves. Ok. C'était ça ma force. J'allais poser la question, chez les apnéistes, c'est quoi les points forts ou les points faibles des athlètes? Qu'est-ce qui... En fait, ça va être des choix, véritablement. C'est vrai que la première partie de ma carrière, j'ai surtout été un athlète complet. Et après, je me suis davantage spécialisé, notamment dans les épreuves sans palme, que ça soit en apnée dynamique, parce qu'il y a aussi l'épreuve en nageant la brasse, en apnée dynamique sur la longueur, ou en poids constant sans palme, en nageant la brasse aussi. C'est ça qui était après un peu plus ma spécialité, parce que c'est ça qui m'attirait le plus, et j'avais envie de performer vraiment dans cette discipline-là. Ok. Et est-ce que vous faisiez dans vos entraînements, est-ce que la musculation, ce que font tous les athlètes, avait un rôle aussi ou moins important? Au départ, c'était surtout de la technique? C'était beaucoup de technique de nage, un peu de muscu, mais en complément, je dirais. Moi, j'ai toujours été éduqué à ça, donc j'en faisais. Ça faisait partie de mon entraînement, mais ça n'a pas été aussi poussé qu'en deuxième partie de ma carrière où il y a vraiment un soutien de préparation physique pour être capable de descendre plus profond, d'aller plus loin, de soutenir des charges d'entraînement aussi, d'être capable de s'entraîner 2 fois par jour. Donc, il fallait aussi avoir un corps qui puisse répondre à ça. Donc, la prépa physique a été aussi après un élément fondamental de ma préparation. Ouais. Ok. Et tu parlais de soutien. Est-ce que déjà entre 2005 et 2006, vous aviez un petit staff, je sais pas, un coach, ou c'était vous-même, vous étiez à la fois coach et... C'était un peu ça. Moi, j'étais mon propre entraîneur et j'étais l'entraîneur aussi du club. Donc, en fait, c'est moi qui faisais les séances. Je les faisais pour moi, je les faisais pour les autres aussi. Chacun s'entraînait un peu avec son club associatif, club de bénévoles. Il y a pas de professionnalisation du tout. Et quand on est en équipe de France, on a aussi un staff bénévole qui vient avec nous, mais qui sont aussi des copains en fait. Même si on fait quand même des sélections, qui est-ce qui va se présenter pour avoir ce poste de capitaine, de coach, mais ce sont des gens qui
qui n'ont pas de reconnaissance d'État, de brevet d'État, d'entraîneur d'apnée. Ça n'existe pas, tout ça. Ouais. Ça n'existe absolument pas. Donc, en fait, c'est beaucoup de gens, en fait, c'est beaucoup d'amateurisme et de bénévolat qui vont marquer toutes ces années, en fait. Et la capacité des gens à investir du temps pour un moment s'entraîner ou pouvoir aider les autres à s'entraîner, quoi. Donc, tu passais ta vie avec ce groupe, du coup, non? Oui. Pendant de longues années, enfin. Oui, j'avais mon petit groupe à Marseille et puis après un autre groupe quand c'était en équipe de France, puisque c'était des gens qui venaient de Nice, qui venaient d'ailleurs, avec lesquels on se regroupait, quoi. Ok, trop bien, stylé. Et là, enfin à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà en tant qu'équipe de France un peu de soutien financier d'une fédération ou Pas du tout. pas du tout? Vous Pas étiez du tout. vraiment livré. On payait nos billets d'avion, on payait nos inscriptions, on payait nos hôtels, on payait tout ça. Ok. On a eu un peu de soutien dans les années qui ont suivi après, plutôt je dirais entre 2007, 2010, 11, parce qu'il y a des petits sponsors qui sont arrivés, mais très légers, hein. C'est-à-dire des sponsors qui vont peut-être nous prendre en charge les billets d'avion et puis terminé. Ok. Après, Il c'est y avait des cas. nous-mêmes, en fait, en tant qu'athlètes, qui avions ou non la possibilité d'avoir des sponsors. Mais pour la majorité des gens, jusqu'à 2015-2016, c'était de notre argent dans notre poche, en fait, pour financer nos entraînements, nos déplacements. Donc voilà, c'était notre réalité. C'était notre réalité. Et pendant combien de temps, du coup Moi, j'ai eu mes premiers partenaires, on va dire, qui m'ont un peu donné d'argent à partir de 2011. 2011, donc. Mais un petit peu d'argent. C'est-à-dire quelques milliers d'euros. Ce n'est pas, je vais te filer 40 000 euros pour ta saison. Non. C'est quelques milliers d'euros qui me permettent, du coup, de financer mon voyage pour le championnat du monde. Mais tous mes entraînements, tous mes déplacements que je fais, si je veux faire des déplacements, des stages, des choses comme ça, c'est moi. Ok. C'est moi. C'est hyper intéressant parce que si on fait le parallèle un peu à l'entrepreneuriat, enfin quand même pendant 6 ans, plus que 6 ans, hein, plus que 6 ans, pardon. En plus à côté de ton travail aussi de c'est professeur. mon travail en fait qui me permettait de faire mon ton sport. travail de professeur, mais à côté de ça, tu fais toutes tes séances d'entraînement, vous voyagez pour les compétitions. Vous n'avez pas de reconnaissance ou d'argent en retour de ces compétitions et de ces accomplissements. Mon premier lot en tant que champion du monde en 2008, c'est un très beau sac de sport. Ah ouais, en tant que champion, champion du monde. C'était la réalité de notre activité. Okay. Tu l'as encore aujourd'hui? Non, je l'ai plus. Mais j'ai gagné un très beau sac de sport, étant champion du monde. Voilà, c'est tout. Ok. Et justement, j'allais te demander, enfin, qu'est-ce qui du coup, ça demande énormément de discipline. Enfin, t'es champion du monde, il y en a qu'un seul dans le monde, dans une discipline aussi difficile que l'apnée. C'est pas dans des conditions toujours faciles. Donc, t'as pas de reconnaissance en retour, pas d'argent en retour. C'est quoi ton driver, ton moteur à te lever tous les matins, à être aussi discipliné toutes ces années pour glaner ce titre, quoi? Bah clairement là, c'était, je dirais simplement la beauté, la magie du sport, hein. C'est-à-dire avoir envie de vivre ce que je vivais à travers cette activité-là. Pas forcément qu'en compétition, hein, mais à travers les sensations vécues sous l'eau, à l'entraînement, en piscine, en mer. Après, ce qui m'a aidé aussi à continuer là-dedans, parce que j'aurais pu simplement garder cette activité de loisir et ressentir les bienfaits, mais sans voyager et sans traverser la planète pour pouvoir faire ça aussi ailleurs dans le monde. Mais la pratique de haut niveau a développé aussi la possibilité d'avoir des sensations encore plus fortes. Parce qu'effectivement, ce que tu vis à 100 mètres, c'est pas la même chose que ce que tu vis à 10 mètres sous l'eau. Et donc, il y avait ce besoin de continuer en fait à éprouver par le corps, par le mental aussi, ce que l'on vivait sous l'eau, qui était quelque chose de très très puissant en fait. En fait, t'as une grande notion de plaisir. Oui, complètement. Il y avait vraiment cette notion de profiter de l'instant, de ce que tu vis, tout en ayant aussi, ce qui était important, c'est le chemin pour y parvenir. Et comme j'ai toujours fait de la pratique sportive à haut niveau jeune, en fait, c'était une continuité. Et là, par contre, j'avais cette envie de pouvoir dédier véritablement ce temps intense, presque monomaniaque, que je n'avais pas quand j'étais adolescent. Mais c'était pas non plus la même discipline. Pourquoi? Parce que
Le basket, c'est une activité collective. Et moi, la responsabilité de prendre, par exemple, le tir pour marquer était très compliquée pour moi. OK. Par contre, avoir la responsabilité de défendre sur le meilleur de l'équipe adverse, ça, c'était un rôle que j'adorais prendre en main. Mmh. C'est-à-dire cette notion de travailleur de l'ombre et de au service d'eux, Mmh. au service du groupe. Ça, OK. j'adorais ça. Ouais. Par contre, la prise de décision pour moi, je vais prendre la décision de tirer, Mmh. ça c'était compliqué. Par contre, voilà, prendre les rebonds, défendre comme un chien et choses comme ça, c'était Ouais. quelque chose et j'étais très reconnu là-dedans. OK. Euh, Donc tu prenais du plaisir aussi dans le oui, rôle de capitaine, de coach, de fédérateur? non, Non? parce Pas que OK. encore une fois, j'étais pas leader. Ouais, Par contre, OK. j'étais au service d'eux, Ouais, au OK. service d'eux et je mets toute mon énergie Mmh. là-dedans. Et c'était une activité dans laquelle aussi tu es vu en fait. Mmh. L'apnée, en fait, t'es sous l'eau et on te voit pas forcément. Mmh. Et tu es tout seul, donc la responsabilité, tu la prends pour toi. Il n'y a pas le poids de la prendre au service d'un groupe. Mmh. Et donc, c'était différent aussi, et ça, je l'ai appris plus tard avec le coach mental qui m'a suivi. D'un point de vue câblage, pour moi, c'était très différent. Parce que Mmh. là, du coup, je n'avais que moi pour prendre la décision et non pas le regard des autres. OK. Et tu parles de coach mental. Quand est-ce que tu as fait appel à lui et qu'est-ce qui t'a apporté? Comment est-ce que tu fonctionnais avant et Vraiment dans la deuxième partie de ma carrière, quand j'ai commencé à me professionnaliser, c'est-à-dire vraiment avoir les sponsors qui me permettent de vivre et d'arrêter mmh, mon job de mmh, professeur de PS et d'être quasiment dédié qu'à ma pratique sportive, même si c'était pas le cas. Parce que j'avais aussi, je faisais encore des conférences, des choses comme ça, donc mmh, je n'avais pas un business model qui permettait d'être 100% dédié comme un footballeur de l'OM, mmh, ou qui n'a que à son entraînement à penser et pas le reste. mmh, Ce qui du coup aliène un peu aussi, hein, parce que tu perds mmh. la réalité des choses, hein. Ouais. Donc moi j'étais bien ancré quand même dans la Ouais. réalité. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai aussi, par rapport à des échecs aussi, sur certaines compétitions, j'ai décidé de me rapprocher d'un coach mental pour m'aider notamment à mieux comprendre certaines choses, mieux appréhender aussi le stress. Mais c'était aussi dans ma démarche, une manière pour moi aussi de mieux structurer mon discours en entreprise. J'avais aussi ce besoin d'avoir plus d'arguments, plus de choses, à présenter qu'une simple histoire Mmh. d'un sportif à raconter. OK. Et en fait, il y avait cette double, intention en allant d'ailleurs vers cette personne-là et je dirais que l'intention d'accompagnement mental était plutôt secondaire. Mais elle OK. s'est révélée en fait très intéressante Mmh. parce que jusqu'à présent, je n'avais pas de coach mental et Mmh. moi je visais tout sur la physiologie. C'était Ouais. aussi mon cœur de métier Toi, tu t'exprimais et très bien sous l'eau et là, tu oui. cherchais à t'exprimer mieux, sur Et terre avec sur terre, mais j'avais aussi eu quand même quelques échecs et j'ai voulu quand même à un moment me dire: «Bah, je ne voudrais pas revivre cet échec OK. compétitif une autre fois». Ça, évidemment, je voulais en parler du coup. Enfin, ça aurait été trop beau que ton chemin soit aussi simple. Enfin, donc si on récapitule, première sélection d'équipe de France 2005, première or en 2008, Tout à fait. deuxième or en 2013, Oui, là en individuel, oui, 2019, troisième or 3e et en dernier, individuel. ouais. Mais entre-temps, il y a aussi, des podiums, argent, Ouais, bronze et ouais. Il y a cetera, combien de compétitions dans une année? alors il y a un championnat du monde Ouais. par an. Par contre, il y a après des compétitions, internationales, des compétitions en piscine aussi et moi je faisais pas mal de compétitions en piscine pour, dans le but de parvenir au top au championnat du monde OK. et qui étaient aussi en fait des marqueurs d'entraînement. Une Donc préparation. je restais surtout quand même en France pour ces Ouais. compétitions-là parce que, bah, je travaillais quand même, Mmh, ouais, ouais, à je peux côté, pas ouais. m'absenter comme Ouais. ça, tout le temps. Déjà, je Ouais. m'absentais pour les championnats du monde. Mmh. Pendant de très nombreuses années, j'ai raté les rentrées en fait, des établissements dans lesquels je travaillais parce que j'étais en Égypte ou au Japon ou dans les Caraïbes. Ouais. L'employeur me le permettait, donc c'était vraiment super. C'est vraiment une équipe avec véritablement mon employeur. Ouais. Donc ça, c'était très chouette. Mais voilà, je faisais pas non plus n'importe quoi à partir tout le temps parce que c'était pas Ouais. possible. Ouais, ouais. Donc je faisais des compétitions le week-end en France, en Ouais. piscine, Ouais. compétition en mer un peu en juin, très souvent à Nice, donc pas très Ouais. loin d'ici. Et puis après, une grosse compétition en championnat du monde, une fois dans l'année. Ouais. Mais ma réalité faisait que, bah, je pouvais pas, partir n'importe quand Ouais. et n'importe où. OK.
Et donc sur ce chemin, on était sur les échecs. Déjà ton premier or, c'est en équipe en 2008. Enfin, entre 2005 et 2008, t'essuies un peu des... Non, parce que 2006, c'est la première médaille de bronze par Ok. équipe. 2007, effectivement. Alors, je fais un premier record de France ici à Marseille en poids constant sans palme Ok. qu'on organise Combien du coup à 55 mètres Ok, pas mal. à l'époque. Ouais. Donc à la Brasse, là, pas très loin Ouais. d'ici. Je vois un peu même presque le site où on était Ok, sympa. avec notre bateau. Vers la valise. Ouais, bien plus derrière sur la Ouais. valise, il y a pas assez de fond. Ouais. Ok. 55 mètres, c'est un peu plus loin pour Ouais. les trouver. Ok. Et oui, alors on est en 2007. Ouais, je manque une médaille de bronze individuelle au championnat du monde. Effectivement, mais bon. Mais 2005 à 2008, en gros, t'es plus dans ton ascension, dans Ouais, je ton suis dans mon ascension apprentissage. véritablement. Ouais. Ouais, Ok. complètement. Et qui a son apogée Qui a son en apogée 2008. même en 2000, non, même pas 2008, c'est encore la pente ascendante. C'est Ouais. 2013, c'est Ouais. le titre de 2013. Ouais. championnat du Ouais. monde Ok. individuel. 2012, je fais un premier record d'Europe aussi. Ok. Combien De à cette époque-là, du coup? 88. Ok. Donc déjà, on gagne 30 mètres Ouais, par en rapport à 2007. 4 ans. Ouais. Ouais. Ok. En 2011, j'ai ma première médaille individuelle, médaille de bronze. Là, je suis dans la zone des 80 sur cette discipline-là. Donc non, en fait, j'ai une pente ascendante jusqu'à 2013. Ouais. Ok. Donc Et 8 ans. ouais. Et Ouais. un premier échec un peu lourd, même s'il y a eu un échec quand même en 2010 au Japon par équipe, mais Et 2011 un échec, derrière. c'est quoi, du coup, pour toi? C'est un échec, c'était une non-maîtrise des émotions, notamment du stress et de la pression sur un championnat du monde par équipe au Japon. Ok. Ouais. Un peu compliqué de tout ressasser ici, mais en gros, j'étais pas prêt émotionnellement et mentalement à assumer cette charge parce qu'on était champion du monde en plus, on remettait notre titre en jeu Ok. et c'était compliqué un peu dans l'établissement de cette nouvelle équipe qui allait partir là-bas. Et il y avait véritablement une pression énorme et j'ai pas résisté à cette pression et j'ai foiré quand même mon championnat du monde. Ok. Mais en 2011, je rattrape le coup, je fais une première médaille individuelle. En 2012, un record d'or, donc je suis quand même toujours sur cette pente-là Ouais. ascendante, grosso modo. Ascendante. Ouais. Ok. Et juste pour revenir sur juste ce stress, ça se matérialise comment? T'es pas en plein moyen de pleine possession, pardon, de tes moyens, pas en pleine conscience pendant l'épreuve ou... C'est ça. Ça peut être effectivement la non-lucidité sur certains paramètres, sur ta performance même, on a quelque chose qui est très particulier en apnée, c'est qu'à chaque fois on annonce nos performances. C'est-à-dire que si je veux descendre à 80 mètres, je dis à l'organisation, à l'organisateur, je veux descendre à 80 mètres la veille Ouais. de ton épreuve. Et ça, tu le fais à bulletin secret. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu le fais sans que les autres le sachent et tu ne sais pas non plus ce que vont annoncer les autres. Et une fois que tout le monde a annoncé, on peut plus changer. Ouais. Et l'organisateur dit, voilà, ça va se passer comme ça demain. Premier, deuxième, cinquième, 10e, 20e. Voici un peu l'ordre de passage. Celui qui a annoncé le plus, celui qui se trouve 10e, etc. Et donc, potentiellement, sur le papier, tu sais qui va être champion du monde, qui va être le premier, qui va être le 5e, le 10e, etc. Sauf que bien évidemment, après, ça se passe jamais comme c'est écrit sur le papier. Ouais. C'est-à-dire que entre ton annonce et la réalisation de celle-ci, il y a plein de choses qui se passent. Et il y a notamment une journée qui se passe, une nuit. Donc tu dors avec cette annonce, tu dors avec la pression d'être dans un top 10 de compétition de ta vie, un podium, un top 20, une performance que tu n'as jamais réalisée mais que tu as mis sur le papier. Donc il y a toute cette pression-là qui joue. Et puis, en termes de chronobiologie, on n'est jamais le même d'un jour à l'autre. Donc, c'est vrai que tu peux te sentir en pleine possession de tes moyens un jour. Et le lendemain, tu te dis, mais pourquoi j'ai annoncé ça? Okay. Tu n'as plus le droit de changer. Okay. Donc, après, bien évidemment, avec l'assurance et l'expérience, tu sais ce que tu annonces et tu te retrouves pas des nuls le lendemain, bien évidemment. Mais il y a quand même cette pression qui joue beaucoup. Elle t'empêche de dormir la veille ou pas forcément? Normalement, non. Ouais. Mais moi, sur un championnat, elle m'a empêché de dormir parce que je dis, mais pourquoi j'ai annoncé ça? Par manque de lucidité, par stress complet, par pression encore des résultats. Et ce championnat du monde en 2015 a été vraiment un déclic
pour après aller voir ce coach mental, Mmh. parce que j'ai pas du tout géré un état de forme qui pourtant était très fort. Ouais. J'étais plus fort qu'en 2013 encore, où j'ai été champion du Ah ouais, monde, OK. mais une énorme pression qui fait que je n'ai pas pu du tout concrétiser en Ouais, fait c'est cette super nouvelle intéressant. étape. Et ce qui fait que j'ai été bon. Là, il faut vraiment que je résolve ce problème et que Mmh. je comprenne ce qui ne va pas. OK, donc avec un focus du coup sur la gestion des émotions, Gestion des émotions, gestion de la motivation. Pourquoi est-ce ouais. que tu fais cette chose-là? Qu'est-ce qui est ton moteur? Mmh. Et quand c'est ton moteur, mais que tu vois que ça ne fonctionne pas, est-ce que tu peux trouver un autre moteur qui fait quand même que ça va fonctionner, en OK. fait? C'est-à-dire que ce que j'ai appris avec ce coach mental, c'est qu'en fait, on a un panel de motivation, à notre disposition Mmh. et que le but, c'est d'essayer de trouver, la meilleure motivation adaptée à la situation qui se présente à toi. Et que en général, sur ce panel de motivation, on utilise toujours, certaines de manière prioritaire parce que c'est comme ça, on fonctionne comme ça et que ça fonctionne dans la majorité des cas. Mais parfois ça peut grincer un peu, mais Mmh. bon, on s'en préoccupe pas trop. Et par contre, parfois ça ne fonctionne pas du tout et on est véritablement en échec. Mmh. Alors qu'on a en nous la ressource d'avoir une autre motivation qui va nous permettre de voir la situation différemment, de vivre des émotions différentes et d'aller, pourquoi pas, faire face à cette situation avec une autre motivation qui va être adaptée, en Ouais. fait, beaucoup plus adaptée. Et le but, ça a été, avec cette personne-là, d'apprendre les différentes motivations et de choisir celle qui allait correspondre à la situation, donc au championnat du monde, mais au moment du championnat du monde. C'est-à-dire qu'au sein même du moment, au sein même d'une heure, Mmh. tu peux changer de motivation pour gérer tes émotions. OK. C'est-à-dire que tu peux être très centré, soit sur ton objectif, sur quelque chose qui va arriver, Mmh. soit sur l'instant présent. Mmh. Tu peux être centré sur toi, tu peux être centré plutôt sur le groupe aussi Mmh. auquel tu appartiens. Mmh. Tu peux fonctionner d'une manière où ce qui est intéressant pour toi, c'est d'avoir un cadre, des normes, une manière de faire qui est très établie, ou alors de partir d'une feuille blanche Mmh. et d'avoir, carte libre en fait. Mmh. Tu peux aussi fonctionner, plutôt dans la maîtrise, la force, la puissance, alors que tu peux aussi fonctionner dans la bienveillance, OK. dans la protection, dans le Il y a dans beaucoup tout ça. Donc de en fait, c'était qu'est-ce que je vais choisir qui correspond au moment de la situation? OK, et ça Voilà. tu le prépares avant Tu le prépares le avant, championnat du monde? tu sais comment est-ce que tu fonctionnes aussi Mmh mh. et tu essayes de dire: «Bah, peut-être que 4 jours avant, mon épreuve, vaut peut-être mieux que je sois activé sur cet état mental-là, Mmh. que sur l'état mental, je veux réussir, je vais y arriver et cetera et cetera». Parce que ça coûte beaucoup d'énergie. OK, ouais. Alors que si tu es plutôt, axé sur, bah, nous, en fait, là, je vais plutôt Mmh. profiter de ces 4 jours avant, Mmh. de d'aller nager en mer tranquillement, de Mmh. bouquiner, d'aller lire, de ne Mmh. pas penser à: «Je vais réussir, je vais maîtriser, je vais être fort, je vais gagner». Mmh. Non, d'aller penser à d'autres choses. C'est Mmh. ça qui vont t'animer et qui vont t'éviter et qui vont te permettre d'avoir un niveau d'activation assez faible Mmh. et de ne pas perdre d'énergie. Ouais. D'accord? Ah, c'est C'est intéressant. un exemple. Ouais, D'accord? et toi, dans ton exemple, tu as des cas concrets sur tes motivations personnelles à toi, dans Oui, ta préparation complètement. avant un championnat du monde ou pendant un championnat du monde? Moi, par exemple, donc comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, j'étais quelqu'un de complet qui travaillait beaucoup pour le groupe aussi. Donc, une de mes motivations premières, ça n'a jamais été d'être, dans la maîtrise, dans la puissance, de gagner à tout prix en écrasant les autres. Mmh. J'étais pas du tout dans ce type d'état d'esprit-là. Mmh. Certains le sont et c'est possiblement ceux qui en général sont 10, 15, 20 fois champions du monde, sont Mmh. des gens qui ont des personnalités très fortes et qui sont très axés là-dedans. Mmh. Et beaucoup, pas que, Mmh. mais beaucoup. Mmh. Moi, j'ai pu arriver à expérimenter cet état d'esprit-là, sur mon dernier titre notamment, et de me dire: «Bah, je sais que sur ce championnat du monde, c'est moi qui vais arriver en premier. Ouais. Ça m'était jamais arrivé auparavant. OK. Moi, en fait, toute ma carrière, ça a été: j'ai envie de pratiquer à haut niveau, de me dépasser moi-même au sein des autres, d'apprendre des autres, d'avoir cette chance de figurer parmi les meilleurs mondiaux et si je suis champion du monde, c'est la cerise sur le gâteau. Mais OK. c'était pas mon but ultime. Ah, c'est intéressant. Moi, ça a été de faire de la compétition, de la faire bien, de progresser moi-même et puis, bah, tiens, si en plus, ouais, en plus je suis devant les autres, ouais, c'est cool. Mmh. Mais c'était pas le moteur, le leitmotiv premier. Par contre, j'ai réussi à le mettre en place sur mon dernier titre, mais le mettre en place au bon moment. Parce que comme c'est quelque chose qui ne me correspond pas, si j'étais ancré dans cet état d'esprit-là pendant longtemps, ça m'aurait puisé beaucoup d'énergie et au final, ça m'aurait très certainement fait dérailler
au moment même de Mmh. de la compétition. Mmh. J'ai réussi à animer et allumer cet état d'esprit-là Mmh. le jour J OK. et la dernière heure, on va dire. OK, la dernière Voilà. heure. Ouais, OK. ouais. Justement, je voulais te poser la question, comment se déroule un championnat du monde? Ça dure quoi? Un week-end, une semaine? Tu combien de l'épreuve, c'est un seul jour? Ouais, Alors, enfin, c'est quoi un peu le comme sur déroulé? un championnat du monde, il y a plusieurs épreuves. Donc, par Mmh. exemple, on va prendre un championnat du monde en mer, donc là où on va véritablement s'occuper de la profondeur. Donc, on ne Bah, parle pas du ouais. statique, on ne parle pas du dynamique, on est Donc que en 2019, là par où tu exemple étais en championnat du monde, 2019, ouais, c'était à ouais, mais Villefranche-sur-Mer, c'est c'est à ça? Villefranche-sur-Mer, tout à fait, OK. mais je te prendrais n'importe quel en Ouais. fait championnat du monde de Mmh. profondeur. OK. Tu as plusieurs épreuves sur la profondeur uniquement. C'est le poids constant monopalme, le Mmh. poids constant bipalme, le poids constant sans palme, que j'affectionne beaucoup, Mmh. et l'immersion libre, Mmh. la seule épreuve où tu as le droit de te tracter le long du câble. OK. Donc, tu as 4 épreuves. Ouais. Donc, en général, tu fais une épreuve par jour. Tu n'as qu'une seule tentative dans un championnat du monde. Mmh. Donc, on va dire le lundi, c'est les hommes, poids constant avec palme. Mmh. Le mardi, c'est les femmes, poids constant avec palme. Mmh. Le mercredi, c'est les hommes, immersion libre. Le Mmh. jeudi, c'est les femmes, immersion libre. Donc, en fait, on est comme ça sur un jour sur deux pour avoir du repos aussi. Mmh. Et c'est une seule tentative. C'est-à-dire, Mmh. tu réussis ou tu échoues. Ouais. C'est pas, par exemple, comme il n'y a pas de série de qualifications. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu fais ton annonce avant, Mmh. mais c'est ton annonce pour la bataille ultime, on Ouais. va dire. Et donc du coup, tu as eu des sélections dans ton pays auparavant. Tu es sélectionné ou pas, et si tu es sélectionné, bah tu t'entraînes pour pouvoir concourir le jour J dans le championnat du monde. OK. Et tu peux participer à plusieurs épreuves. Mmh. Tu peux ne participer qu'à une épreuve parce que tu ne t'es sélectionné qu'à une seule épreuve dans ton pays, par Ouais. exemple. Ouais. Et voilà comment fonctionne un petit peu un OK. championnat du monde. On a parlé de cette annonce auparavant, à Bulletin Secret. On a parlé du protocole de sécurité, Ouais. bien évidemment. Et quoi dire Toi, d'autre? tu faisais toutes les épreuves ou juste le poids constant sans Moi, j'ai palme? fait beaucoup le poids constant monopalme, le poids constant sans palme. Ouais. Puis plus tard, j'ai fait l'immersion libre aussi. OK, plus tard, c'est-à-dire, Vraiment sur la fin de ma carrière, ouais, sur les OK. dernières années. OK, OK. Ouais, ouais. Donc là, c'est le long du câble, c'est Le ça? long du câble, mais Ouais. sur lequel j'ai le droit de me tracter. Ouais, J'ai ouais, pas de OK. palme, mais je me Ouais. tracte le long de ce Te câble pour tractes, ouais. descendre et remonter. OK. Alors que j'ai pas le droit de le toucher sur Ouais. les autres épreuves. Et juste, est-ce que tu peux nous décrire exactement, tout le processus de, tu dînes la veille? Est-ce que tu es avec, tes compagnons, les autres athlètes? Est-ce que tu dînes avec eux? Est-ce que tu te mets dans une bulle? Est-ce que tu te couches tôt? À quelle heure tu te lèves? Est-ce que tu manges le matin? Et quel est voilà, toutes les heures avant, bah, ta plongée, finale, quoi? On est sur un village en fait qui a été créé dans la rade de Villefranche où il y a les athlètes qui peuvent manger là s'ils le veulent aussi. Donc je me souviens très bien d'avoir fait mon annonce dans l'après-midi et d'avoir annoncé en fait une annonce que je n'ai jamais réalisée à l'entraînement. C'est-à-dire qu'en général, tu annonces quand même quelque chose que tu es sûr de faire. Parce que tu sais que tu as la pression de la compétition, tu sais que tu auras du stress et que tu ne seras pas comme un entraînement. Donc, il faut en prendre en considération aussi par rapport à ton annonce. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très conservatif, on va dire. Et en général, j'annonçais des choses que j'avais déjà faites ou égalées à l'entraînement. Ça m'est arrivé aussi d'annoncer plus, hein, mais là, j'ai quelque chose sur notamment un championnat du monde comme ça que je n'avais jamais fait. C'était quand même assez rare. Mmh. Et là, quand je fais cette annonce, donc je suis assez sûr de moi parce que mon entraînement à 90 mètres Ouais. s'était très très bien passé et je savais que j'avais ce mètre de plus Mmh. qui me permettait possiblement dans l'annonce, peut-être de jouer les podiums, on va dire. Ouais. Et il s'avère qu'on est ex aequo sur cette annonce-là, OK. 2 à prétendre au titre de champion du monde. Et ça, tu le sais quand, Je le sais en début de soirée, une fois que les OK. annonces ont été en fait révélées. Ouais, OK. Et donc du coup, ok, j'accepte la chose sans problème. Et c'est Et la plus haute, c'est la plus haute annonce. OK. Donc c'est l'annonce pour le titre. OK. Ça m'est jamais rien non plus arrivé, même si j'étais déjà champion du monde, Ouais. d'avoir l'annonce pour le titre. Parce que moi, à chaque fois, j'ai été champion, notamment en 2013. J'étais la deuxième annonce et le premier en fait avait raté. Et donc, jeu des chaises musicales, j'avais pris sa place. OK. Et là, j'annonce véritablement d'entrée de jeu que potentiellement je peux être champion du monde. Donc j'accepte aussi un statut qui n'a jamais été le mien. Moi, j'ai toujours été outsider, mais jamais favori. OK.
mais je le reçois très bien parce que rapidement, en fait, je passe aussi à autre chose. Je mange avec tout le monde. Ma copine m'a rejoint aussi parce qu'elle était sur Marseille. Elle est venue avec moi, voilà, pour assister aussi à cette épreuve le lendemain. Donc, je passe la soirée avec toute l'équipe, mais on se couche tôt, bien évidemment, Pas parce besoin que je d'être dans suis... ta bulle, quoi. Non, Ok. et au contraire, moi, être dans ma bulle, à ne penser qu'à ça, ça me ferait monter le stress. Donc, en Ok. fait, je reste en contact avec les gens. Je laisse pas non plus les gens à 23 heures parce qu'on est sur un championnat du monde. Je suis le premier à passer, notamment. Et donc, je sais que je vais me lever tôt. Donc, on mange et puis après, on rentre tous les deux dans mon petit appart à Villefranche que j'avais loué pour l'occasion, pour être bien proche du lieu de compétition. Et en fait, c'est très simple, on va dire, la soirée. Et j'essaye de pas y penser et de vivre, en fait, l'instant, présent. Ouais. Je me lève, je crois que je dois passer quelque chose comme, 8h30, donc je me lève possiblement à 6h30 parce que on n'a pas grand chose à faire pour aller sur la zone d'embarquement qui nous emmène au lieu d'épreuve. Je mange très léger, je fais une routine matinale de déverrouillage, d'étirement, de choses comme ça, mais c'est très simple. Et puis on va tous les deux avec ma copine sur le lieu de compétition qui est à 10 minutes à pied. Ok. L'épreuve, elle est à quelle heure? Elle est je crois que je dois passer quelque chose comme 8h30 ou Ok, 8h50. tu t'es réveillé du coup à 2 heures avant. 2 heures avant. 2 heures Ok. avant. J'ai pas besoin de plus. Ok. Je mange très léger et puis par contre après, bah voilà, j'arrive sur place, je m'enregistre, je suis présent. Et puis on embarque sur le bateau qui nous emmène sur la zone d'épreuve qui est un peu plus au large, qui est une véritable arène en fait, avec des pontons qui forment une espèce de carré dans lequel s'agglutinent en fait les bateaux tout autour. Bateau médical, bateau de la sécurité, bateau des organisateurs, bateau média aussi, etc. Bateau d'évacuation, bateau d'accueil des athlètes, etc. Donc il y a du monde quand même. Il y a du monde, ça fait du bruit. Puis ça bouge parce qu'il y a du vent, il y a de la houle, donc ça fait du bruit. Enfin, il y a une ambiance électrique ce jour-là. C'est très tendu, vraiment très tendu. Il fait froid, on a perdu des degrés parce qu'il a plu dans la nuit. L'eau, elle a baissé de 2-3 degrés. On est tous avec des combinaisons très très fines, donc en fait, on fait waouh, c'est dur. Donc en fait, je suis censé faire moi ma préparation dans l'eau, mais je la fais à l'extérieur. Mais sur l'extérieur, ça bouge beaucoup, on est secoué et tout. Donc au final, je vais dans l'eau, mais j'y vais au dernier moment. Et je ne fais qu'une descente, la descente officielle. Je ne fais pas de descente de préparation. Ah, tu peux faire on peut faire des choses comme ça. Parce qu'en fait, toute ma préparation en amont, d'étirement, de visualisation, de concentration extrême, fait qu'en fait, je suis prêt à y aller derrière. Et mon corps est prêt à supporter l'effort. Cette phase ça m'a fait penser au ski, ce que tu viens de dire, la phase de visualisation et de concentration extrême. Enfin, on les voit souvent, dans leur tête, descendre en fait, leur descente. la piste. Donc toi, tu visualises quoi? Chaque brasse que tu vas faire jusqu'à 99? Je suis pas forcément là-dessus. Je suis plutôt sur la visualisation, en fait, des étapes qui vont arriver, notamment avant. Et je suis plutôt c'est assez simple. Au final, on n'a pas de virage à gérer, pas des virages différents comme en ski. Donc, au final, on descend le long du câble. Effectivement, on brasse ou on palme fort au début, puis après ça se diminue, puis après on se laisse complètement couler parce que la gravité l'emporte sur la poussée d'Archimède, on ne flotte plus. Et en fait, c'est assez simple, je dirais. Et le travail retour pour remonter est assez monochrome aussi, je dirais, puisqu'on brasse, il faut remonter. Si on s'arrête de palmer ou de brasser, on recoule. Donc, en fait, c'est très simple. Il faut y aller. Parce que tu as le poids constant, tu l'as aussi quand tu remontes, du coup. Oui. Tu es attiré vers le fond. En fait. Et en fait, moi, mon conditionnement de départ, c'est plutôt une espèce d'auto-hypnose par la ventilation et par le son, le bruit de ma ventilation, qui met en fait dans un état second et en fait déjà dans une léthargie que je vais déjà mettre en place, qui est la léthargie que je vais aussi potentialiser quand je vais être sous l'eau, c'est-à-dire cette économie au maximum de mon fonctionnement, de ma physiologie pour préserver le plus possible d'oxygène. Cette auto-hypnose, c'est ce que tu avais partagé dans une vidéo YouTube où tu faisais... Alors non, c'était encore autre chose. Là, véritablement, c'est une respiration très simple sur un rythme qui est issu du yoga, qui s'appelle le Visamavriti, c'est-à-dire ce sont une respiration asymétrique. J'inspire un temps et j'expire 2 temps. Mais moi, je le pousse assez loin, c'est-à-dire que je vais inspirer pendant 15 secondes, inspirer véritablement. Pendant 15 secondes, donc c'est long, et expirer le double du temps pendant 30 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais respirer une fois toutes les 45 secondes. Alors qu'on respire, quand on est au calme,
entre 16 et 20 fois par minute. Là, je vais respirer quasiment 1,5 fois par minute. Okay. Donc, ça me met dans une léthargie et notamment, comme je fais ça dans l'eau, avec le bruit de ma gorge qui résonne en moi dans ma tête, ça me fait vraiment un état d'auto-hypnose sonore qui est très puissant et qui est très ralentissant. En fait. Et comment tu te sens dans cet état-là? Enfin, pour ceux qui connaissent t'es presque un peu dans un état de conscience modifié, en fait. Okay. Je suis en transe, on pourrait dire. C'est pas de la transe parce que je suis quand même connecté à ce qui se passe. Je sais que le temps passe, que les gens savent faire autour, etc. Mais je suis quand même dans un état interne et intérieur, intériorisé très très fort. Et il y a une connexion et une déconnexion en même temps. Ok. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est très puissant pour justement trouver ce ralentissement nécessaire à la performance ultime qui va suivre et qui nécessite, elle, un ralentissement encore plus fort. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire, si c'est possible, en termes de sensations corporelles, t'as coulé? C'est très dur, en fait, à décrire ce qui se passe sous l'eau quand tu le vis pas. Et c'est très dur à mettre des mots, en fait. Mais au départ, donc tu as un compte à rebours qui va te matérialiser ton départ. 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute, 30 secondes, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, top officiel. Et à partir de ce top officiel, tu as 30 secondes pour partir. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de partir au top même. Tu peux partir à plus 5 ou plus 10 ou plus 26 si tu veux, mais jusqu'à 30. Tu as une fenêtre de 30 secondes pour partir. Tu décides quand tu te lances. Voilà, tu décides quand tu te lances. Et puis après, tu fais ta dernière inspiration très forte, essaie d'emmagasiner le plus possible d'air et tu pars. Donc tu te retournes, tu fais ton canard, c'est-à-dire que tu t'immerges la tête la première et tu commences à brasser, me concernant, ou à palmer, c'est une autre épreuve, pour pouvoir descendre et t'extraire de la surface parce que tu flottes en permanence quand même avec ta combinaison notamment. Donc tu luttes contre ça, puis progressivement, en fait, ton volume réduit, ta cage thoracique s'écrase, ta combinaison qui est faite de bulles d'air aussi s'écrase et tu flottes de moins en moins jusqu'à ce que tu ne flottes plus, mais que tu coules parce que c'est ton poids qui va être plus important que cette poussée d'Archimède qui te maintient vers le haut, qui te fait flotter. Donc là, tu commences à couler, mais tu commences à couler tout doucement. Donc tu accompagnes encore ce phénomène naturel, soit par la brasse, soit par les palmes. Et bon, moi, je brasse, mais de manière moins puissante. Et puis jusqu'à un moment où je fais ma dernière traction avec les bras. Puis je mets mes bras le long du corps et je commence à couler comme un obus, en fait, tout droit, jusqu'à 91 mètres, on va dire. C'est énorme. Et à ce moment-là, en fait, là, tu ne fais plus de mouvement, tu te concentres uniquement sur la compensation de tes oreilles pour éviter la douleur, pour éviter que ton tympan ne se perce, ne se déchire à cause de la pression qui augmente au fur et à mesure. Et donc, tu es très focalisé sur ces manœuvres très fines qui se passent dans ta bouche, dans tes sinus, dans tes trompes de stage, dans ton oreille moyenne. C'est quelque chose de très fin, très intériorisé. Et tout le reste, en fait, est déconnecté. Et puis, comme tu sais aussi que ton corps ralentit, ta pensée ralentit aussi. Tu t'endors pas, mais tu pars véritablement dans un autre monde. Jusqu'à ce que tu te réveilles juste avant ta profondeur annoncée. À la profondeur annoncée, tu dois prendre une plaquette qui est là, qui est une preuve en fait que tu as véritablement réussi ta profondeur, ta performance, même si tu as aussi un profondimètre. Et cette plaquette, elle est symbolique et tu dois la ramener à la surface, comme si tu ramenais quelque chose de l'eau. Comme ce que faisaient les premiers hommes quand ils ont commencé à faire de l'apnée. Tu allais chercher quelque chose. Et nous, on a gardé ce symbole-là, en fait. Et il faut pas la perdre, cette plaquette, sinon tu as un point de pénalité en plus. C'est vraiment la ramener à la surface. Et donc tu prends cette plaquette, et là le gros travail commence parce que tu dois remonter véritablement, alors que tu coules naturellement. Donc là, tu palmes ou tu brasses en permanence. Pareil, sans aller trop vite, sinon tu vas aussi t'épuiser. Mais en ayant le geste juste, efficace pour t'extraire et remonter à la surface. Alors bien évidemment, vers la fin, tu commences un peu à reflotter, mais c'est vraiment sur les 10-15 derniers mètres. Il y a quand même tout le reste où tu as vraiment bossé. En plus, tu commences à être fatigué, donc tes mouvements ils sont de moins en moins efficients aussi et précis. Et donc, en fait, tu palmes, tu avances quand même jusqu'à la fin, même si c'est moins important à la fin, mais tu vas jusqu'au bout quand même. Et il y a après, lorsque tu émerges, ces fameux 15 secondes où tu dois réaliser ton protocole de surface, ton équipement, ce signe, la phrase à évoquer, et attendre le verdict du juge qui te dit, OK, tu as fait ça dans les temps impartis, dans l'ordre imparti. Tu pourrais aussi tomber en syncope après, parce que parfois les syncopes arrivent quelques instants après ta réimmersion. Et parfois, certains font leur protocole et boum, tombent en syncope. Donc, le juge attend au moins 30 secondes, voire 1 minute à la fin. Et puis,
OK, c'est bon. Et il te met un OK. carton blanc pour valider. Ouais. Carton jaune, si tu as des points de pénalité parce que, par exemple, tu pas fait la profondeur annoncée ou que tu as Mmh. touché le câble quand il le fallait pas. Mmh. Ou un carton rouge parce que tu es tombé en syncope ou parce que Mmh. tu as tracté le câble à un endroit où tu avais vraiment pas le droit. Ouais. Et donc, tu peux avoir ces différentes couleurs de carton Ouais. qui, en l'occurrence, vont valider ou non ta Et justement, performance. moi, j'ai regardé ta coulée de Kalamata, donc Ouais, en 2013. 2013, et Ouais. on voit justement que à la fin de ta remontée, ta brasse est plus lente et Oui. que c'est plus difficile. Est-ce que toi, tu le ressens comme la partie la plus difficile Bah, tu sais de aussi qu'en l'épreuve fin ou de l'apnée, tu as ouais, énormément de changements physiologiques aussi qui interviennent. Tu as de moins en moins d'oxygène, donc ton corps est de plus en plus marqué aussi. mmh, Donc c'est les moments en fait où la perte de lucidité, la perte de contrôle et potentiellement la syncope arrivent en fait. OK, C'est vraiment sur ces 15-20 derniers mètres où tu remontes, mmh, où tu te dis bon là, faut vraiment que je reste concentré, focus, faut pas que je m'emballe, faut que je mmh, reste maître de mes émotions même si ça commence à se déliter un peu aussi. ouais, Donc c'est vraiment l'instant ouais, critique. Et OK, aussi après pendant ce protocole où tu respires, mais ton ouais, corps il a tellement besoin que ouais, parfois il faut respirer ouais, fort, ouais, longtemps, longtemps pour vraiment bien retrouver les ouais, choses, mais tu dois faire ton protocole OK, aussi. Donc c'est vraiment ces instants ouais. critiques là. Et toi, t'as déjà fait des syncopes? J'ai fait des syncopes en piscine, OK, à l'entraînement, ouais, jamais en compétition, et j'ai jamais fait de syncope en mer, non plus. OK, OK, Jamais. donc Ouais. toujours en total contrôle. J'étais connu pour avoir une maîtrise véritablement de Ouais, mes apnées, ouais, ce qui m'a valu ce surnom de Mister Perfect, me semble. OK. Toujours ça que il est solide, il est costaud à la OK. remontée. Voilà. Est-ce que il y a on va transitionner rapidement du coup, enfin bientôt sur les apprentissages pour le monde de l'entreprise, mais pour conclure un peu la partie ta magnifique carrière de triple champion du monde en apnée, est-ce qu'il y a une coulée, une année qui t'a vraiment marqué et que tu glorifies un peu dans ta mémoire, Je dirais un titre qui était le plus le beau? titre le plus abouti, c'est le dernier. OK, 2019. C'est 2019 parce qu'il y a vraiment la manière, l'état d'esprit Ouais. aussi, parfaitement maîtrisé, Mmh. la capacité à jongler avec les différents états d'esprit quand il le faut. Mmh. Tiens là, je vais activer cette motivation-là à tel moment Mmh. de la compétition, mais à tel moment aussi de la préparation. OK. Une préparation aussi finale très précise en fait où je vais m'entraîner en pariant aussi sur quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que je Mmh. vais m'entraîner en altitude Mmh. avec une machine qui va représenter l'altitude et je vais être un peu comme si j'étais sur l'Everest, Mmh. mais en faisant de l'apnée sur l'Everest Ouais. avec une machine. Et donc je vais, plutôt que de m'entraîner dans l'eau, je vais faire ça à sec aussi pendant 2 mois. OK. Et donc en fait il y a toute cette saison en fait qui aura été très particulière et menée de bout en blanc parfaitement, Ouais. avec des doutes bien évidemment aussi, mais vraiment quand même avec une maîtrise quand même de bout en blanc et surtout une maîtrise des états d'esprit. Ouais. C'était très très fort. Après 2012, c'est une année où je fais le record d'Europe, où je suis en même temps aussi vice-champion du monde par équipe, Mmh. où j'explose véritablement aussi médiatiquement. Ouais. Donc c'est aussi une année très forte. Mmh. Il y a pas la même maturité pour moi aussi, Ouais. mais c'est aussi une année très forte aussi, Ouais. charnière pour moi, avant mon titre de 2013. Ouais. Donc si je devais retenir qu'une seule année, ça serait 2019, bien 2019. évidemment, la dernière sur l'aboutissement, mais au sein même de la carrière, le premier titre 2008 en équipe, il est aussi très fort Ouais. parce qu'en fait, on n'est pas du tout favori. On est le petit poussé qui va détrôner les Goliaths qui sont prévus pour les titres à C'est cette qui? C'est époque-là. quelle nation, les Goliaths? À cette époque-là, c'était la Nouvelle-Zélande, le Danemark aussi, peut-être une autre nation, ouais, Nouvelle-Zélande, Danemark et République tchèque. République tchèque. Ouais, OK. ouais, qui étaient très, très forts. C'est marrant. Mais Et on les a battus aussi sur des coups de bluff, sur des choses comme ça et sur la fraîcheur, en fait. ouais. Ouais, OK, sympa. ouais. Et aujourd'hui, c'est quelles seraient les nations La France est toujours une grosse nation, la Russie, les pays scandinaves aussi. OK. C'est assez partagé, Mmh. je dirais, Ouais, ouais. maintenant. C'est peut-être C'est plus moins, fragmenté. c'est plus fragmenté, ouais. OK. On a des apnéistes très forts partout. Ouais. La France reste une nation très forte. Ouais. Ouais. Je trouvais ça intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as explosé médiatiquement en 2012. Oui. Donc, on va parler des apprentissages qui peuvent être utiles aux entrepreneurs, mais il y a aussi ton business model à toi
qui a évolué. Donc, tu étais professeur en parallèle. En 2012, j'y étais encore. En 2013, je l'étais encore. Voilà. Avec mon deuxième titre de Et après, champion. j'imagine, c'est peut-être avec la marque Tudor Oui. que ça a commencé à changer. Et du coup, ouais, quel est le business model que tu as pu trouver avec Tudor ou avec d'autres marques aussi? Et quel est aujourd'hui le business model d'un sportif apnéiste, champion du monde? Est-ce qu'ils peuvent maintenant faire que ça ou est-ce qu'aujourd'hui encore, il faut faire d'autres activités à côté? Aujourd'hui, la majorité font encore d'autres activités à côté. Ok. Ça reste encore une niche, hein. Mm. On a par contre plusieurs athlètes qui arrivent à vivre de leur sport avec les sponsors, tout en certains encore faisant des petites choses à côté, des stages Ouais. avec leur nom qui va attirer du monde et des stages qui sont quand même bien rémunérés, mais qui leur demandent quand même au final à un moment de s'immobiliser un week-end pour aller faire un stage d'apnée en piscine et accueillir une vingtaine de personnes, des choses comme ça. Donc c'est assez rare des athlètes qui vont être comme un footballeur professionnel dédiés 100% à leur activité. Ouais, ok. C'est vraiment très très rare. Ouais. Mais il commence à y avoir des gens qui n'ont plus obligé d'être non plus d'avoir ce statut de salarié, de devoir des horaires à une entreprise, à un organisme particulier, donc devoir jongler avec avec cet emploi du temps-là qui mange du temps dans la préparation et dans la récupération aussi. C'est encore le fait de beaucoup de gens, même s'ils pratiquent à haut niveau. C'est la réalité de notre sport. Moi, je dirais qu'à mon époque, notamment, j'ai eu cette chance d'être privilégié pendant quelques années, parce que ça a été la deuxième partie de ma carrière aussi, hein, pas la première. Et juste quand tu exploses en 2012, ça veut dire pourquoi en fait, je suis salarié, mais en 2008, l'apnée n'a pas encore non plus le même visage qu'en 2012 et 2013. Ça grandit très fort. Et c'est vraiment la médiatisation et le titre individuel qui me permet de faire pour la première fois des matinales sur Radio France, des choses comme ça. Donc les gens commencent à entendre, commencent à voir aussi, chose qu'on n'avait pas forcément eu en 2008, alors que c'était la première fois que la France ramenait un titre mondial aussi. Donc t'as passé un peu de temps à la maison de la radio. Ouais, effectivement. Et c'était du bricolage aussi parce qu'on avait contacté une attachée de presse qui a pu faire ces relais-là. Mais même chose, l'activation suite à ce titre en 2013 n'a pas du tout été la même non plus qu'en 2019 où j'ai fait le 20h de Delahousse un dimanche soir après ce titre-là. Donc c'est pas du tout la même chose non plus. C'est plus les mêmes époques non plus en fait. Mais c'est vraiment sur 2012-2013 où les articles de journaux, je fais un 12 pages dans l'équipe en 2013. C'est énorme. C'est énorme. Pour un apnéiste, c'est énorme. Ouais, bah justement, j'avais pas. Il y en a pas beaucoup qui ont fait 12 pages dans l'équipe en apnée. C'est clair. En général, tu as un sujet d'apnée dans l'équipe dans l'année, peut-être 2. Et après, c'est fini. Après, c'est les autres sports majeurs qui reviennent, quoi. C'est le premier à avoir été médiatisé autant, non? Guillaume Néry aussi. Mon pote Guillaume Néry a été le premier à se professionnaliser, à avoir cette médiatisation-là. C'est aussi cette exposition qui me permet de commencer à avoir d'autres sponsors, être appelé pour des événements, rémunérés, des choses comme ça, et qui me permet du coup de commencer à gagner de l'argent par mon statut de champion du monde d'apnée, même si je suis encore salarié. Et c'est comme ça que progressivement, je vais avoir ces sollicitations qui vont me permettre de créer un nouveau projet professionnel, de vivre en tant que sportif grâce à ma médiatisation, de vivre de mon image, on va dire, un peu, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu entrepreneur de ton image de marque. Exactement. Sachant que les réseaux sociaux à l'époque ne sont pas du tout ceux d'aujourd'hui. Mais c'est plus par rapport à du coup cette médiatisation dans la presse, dans les journaux généraux spécialisés, sport ou pas, qui font que tiens oui, Morgane Bourkis et tout le montant de l'apnée française, tiens on va l'appeler pour ci, pour ça. Et c'est là aussi que du coup je peux à un moment donné toucher un partenaire comme Tudor, l'horloger Tudor à cette époque, très belle marque, qui du coup voilà va me permettre à un moment d'avoir un gros partenariat financier qui va me permettre d'arrêter d'être salarié en tant que professeur de sport et de me consacrer non pas à 100% mais peut-être à 90% de ma pratique sportive. C'est génial. C'est un renouveau aussi dans ma carrière parce que ça faisait de longues années déjà que je faisais la passerelle entre le job, la vie privée et le sport. Et
je commençais à tirer la langue. Ça aurait été Ouais. compliqué de continuer, je Ouais, pense, ouais. si je n'avais pas eu cette opportunité-là. Ok, Je suis pas génial. sûr que j'aurais continué encore 6 ans, quoi. Ouais, je comprends. Et tes obligations pour envers Tudor, c'était. C'était de la représentation sur des événements particuliers, de pouvoir aussi être affiché, voilà, moi aux côtés de la marque sur certains médias également aussi. Donc c'était un peu tout ça. Ok, trop bien. Ouais. Et donc, tu as cette phase, côté entreprise, donc partenariat avec Tudor, et ensuite, à la fin de ta carrière, donc après ton sacre en 2019, tu crées aussi un portefeuille de clients, donc entreprise pour coaching et séminaire. Je l'ai déjà en Ah, tu fait. l'as déjà, pardon. Il se crée en fait à partir du moment où je rencontre cette personne, ce coach mental, Ouais. pour mon Oui, suivi c'était en tant qu'athlète, mais ouais. aussi pour étoffer mon discours. Et là, on est en 2015, en fait, Ouais. 2016. J'ai déjà commencé à faire des interventions déjà aussi Ouais. depuis 2012-2013. Ok. Très sporadiquement, mais j'ai déjà commencé. Et- Et là, du coup, je construis un peu plus mon discours et je commence à être appelé un peu plus aussi Ouais. pour les entreprises et pour des séminaires, des conférences Ouais. plus régulièrement. Et justement, quand on t'appelle et qu'on te présente les problèmes managériaux ou des équipes qui se posent à ces entreprises, quels sont, dans la plupart des cas, s'il y a une plupart des cas, les problèmes qu'on te présente, et toi, quelles solutions tu arrives à apporter par rapport Alors, à ton expérience? du coup, moi, je suis pas appelé en tant que coach ou quoi que ce soit, ce que je ne suis pas. Hein, Ouais, d'ailleurs, je suis pas un coach pour dirigeants ou quoi ouais, que ce soit. Moi, je suis beaucoup plus appelé en tant que discours inspirant. conférencier, Exactement, ouais, conférencier. Et donc du coup, je vais raconter une histoire par rapport à qu'est-ce que le sport de haut niveau et l'apnée en tant que tel aussi demande en termes de préparation, d'adaptation, d'investissement, de résilience, etc. Avec les histoires voilà qui m'appartiennent aussi, que je vais présenter du coup à ces clients-là, on va mmh, dire. Mais après je suis aussi intervenu sur la méthodologie qui m'avait été enseignée auprès de clients, auprès d'équipes, mais dans une demande de formation, en mmh, fait, OK. avec le coach mental justement qui me suivait. On faisait souvent des interventions à 2 en ping-pong, donc Ouais, c'était assez chouette parce qu'il y avait cette vision de terrain et cette vision méthodo ouais, du coach et de moi sur le terrain qui fait se compléter, des histoires voilà personnelles que je racontais. Et donc là, on faisait vraiment de la formation en fait pour les entreprises mmh, liées à des demandes particulières, ouais, des demandes de formation dans telle ou telle méthodologie, on va OK, dire. Voilà. OK, trop bien. Donc j'étais vraiment appelé là-dessus. Mais le gros, c'était vraiment sur du discours inspirant Ouais, en tant que personnalité sportive. ouais. Ouais. Ce qui est encore le gros aujourd'hui. Et justement, on parlait en tout début d'épisode, de burn-out, de problèmes un peu de stress, de peur sur des prises de décisions. Toi, tu as beaucoup travaillé sur la respiration. Dans ton sacre de 2019, tu as totalement maîtrisé ton environnement et donc la gestion de tes émotions. Est-ce que ça, c'est transposable pour des entrepreneurs ou pas Alors c'est ce que je tente de faire. Après, Ok. est-ce que les gens arrivent à capter et se l'approprier, c'est Ouais. encore autre chose. Mais c'est ce que je tente de faire. À travers moi, le ralentissement, Mm. c'est pas ralentir pour faire moins ou pour Mm. ou pour faire, je dirais, enfin, c'est vraiment ralentir pour faire différemment. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment ralentir pour performer. Le ralentissement est aussi un tremplin, Ok. en fait. Le ralentissement, on peut le voir de plusieurs manières. On peut le voir déjà au titre de l'entreprise, c'est-à-dire avoir la capacité peut-être un moment de se réunir et de parler ensemble, Mm. de prendre le temps de configurer un projet, de le faire plutôt je dirais, en un certain nombre d'heures, Mm. assez important, qu'en un nombre d'heures plus limité pour Mm. évitablement avoir le ressenti de chacun, les Mm. positions de chacun. Donc ça, c'est déjà ralentir. Ok. C'est-à-dire faire un projet en 3 mois plutôt qu'en un mois et demi, c'est ralentir déjà. Ok. Moi, c'est véritablement ralentir pour performer, c'est-à-dire se laisser du temps au sein de l'entreprise pour maturer les choses Mm. aussi. C'est aussi un moment se laisser du temps c'est répartir aussi la quantité du travail et l'effort du travail au sein, par exemple, d'une semaine. Et ça, c'est vraiment très calqué sur le monde du sport. C'est-à-dire que Mm. nous, on s'entraîne pas à haute intensité tout le temps. Mm. Quand je dis nous, c'est les sportifs, hein, c'est pas que les apnéistes. Sinon, c'est pas possible en fait. Mm. C'est pas possible. Tu ne récupères pas
tu te blesses aussi. Ton corps ne peut pas récupérer. Il a besoin de récupérer pour mieux se bâtir et se bâtir plus fort. Et dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Si les gens, tous les jours, sont dans le rouge et jamais un peu dans le jaune ou dans le vert, ça mène au burn-out. Et ça mène à des gens qui vont peut-être tirer sur des mois, sur des années, mais à un moment, ça va exploser. Et ça explose chez beaucoup de gens aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, moi, j'essaye de calquer aussi ce modèle sportif au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous devez être dans le vert. Il y a des jours où vous devez être en basse intensité, faire des choses qui vous demandent peu d'énergie, qui sont simples à faire, dans lesquelles, en fait, vous allez aussi vous régénérer. Des choses il faut accepter aussi faire des choses qui ne sont pas intéressantes. Ça arrive. On ne peut pas faire des choses qui sont que toujours intéressantes. C'est pareil dans le sport. Hein. Et il y a des jours où il va falloir peut-être envoyer plus. Des jours qui vont être plus contraignants, dans lesquels l'effort ressenti va être plus important. Mais ça ne peut pas être l'ensemble des jours d'une semaine. Sinon, on ne tient pas. Et j'essaie d'expliquer ça aux gens que dans le sport et dans l'entreprise, on doit fonctionner de cette même manière. On doit aussi avoir nos temps de régénération. Et après, transposer dans la vie aussi individuelle, c'est avoir cette capacité d'avoir aussi ces temps de régénération pour soi, pour être disponible pour sa famille et pour être disponible aussi pour ses intérêts personnels. C'est-à-dire avoir des temps de ralentissement pour soi, aussi pour soi. C'est-à-dire que si dans l'entreprise, vous êtes dans le rouge, mais que quand vous rentrez chez vous, vous êtes aussi dans le rouge, ça va exploser de tous les côtés, en fait. Donc, il faut aussi accepter d'être dans le vert dans l'entreprise et dans le vert aussi à la maison. Savoir ne pas être dans la consommation ou l'activité à tout prix, tout le temps. Les temps d'ennui sont importants, en fait, aussi bien pour nous que pour nos enfants. Alors, apprendre à s'ennuyer, c'est hyper important aussi. D'apprendre à lire, d'apprendre à faire des activités qui demandent peu d'énergie, mais qui ressources sont très importantes. Et donc ça, c'est des temps aussi à avoir aussi pour soi. Mais ralentir, c'est aussi faire des activités, c'est déconnecter aussi. C'est accepter aussi que quand on est chez soi, le téléphone pro n'est plus allumé. Ou alors les mails pro peuvent être lus le lendemain. Souvent, un entrepreneur, il continue à imaginer des scénarios, prendre des décisions. Je le fais aussi, évidemment que je le fais aussi. Mais il y a aussi un moment la capacité de ça, je le traiterai demain. Parce que ça peut attendre demain. C'est clair. Et c'est déjà énorme. Et j'essaie de le calquer de cette expérience du sport où justement, il faut savoir faire les choses à fond quand c'est le moment, mais il faut aussi savoir faire les choses à basse intensité quand c'est le moment. Et en général, il y a aussi, on polarise en fait un petit peu aussi ces semaines, ou on polarise un peu ces saisons aussi, ou ces mois. C'est-à-dire que c'est peut-être difficile de se dire je vais faire 3 jours dans le rouge et 3 jours dans le vert dans ma semaine. Peut-être qu'il y a une semaine où je vais être dans le jaune et dans le rouge et je peux pas faire autrement. Mais que la semaine d'après, il y a peut-être plus de vert que de rouge. Et ça, il faut en tenir compte. Il faut essayer de le faire pour pouvoir durer dans le temps. Et justement, l'idée de ralentissement n'est pas antagonique avec avoir une extrême ambition. Exactement. Encore une fois, ralentir, c'est ralentir pour performer. Voilà. La performance, c'est pas toujours synonyme de je fais tout, je réduis tous les process, je traite plus d'informations en même temps. Parce que ça, c'est possible pendant un certain temps, mais c'est pas possible tout le temps. Aujourd'hui, on va aller de plus en plus vite, on le sait. Donc, on réduit les process, on traite de plus en plus de choses en même temps, etc. Mais ça, en fait, on fait de plus en plus de choses sans voir si ces choses fonctionnent aussi, si elles sont vraiment adaptées, si elles ne sont pas coûteuses pour nous, parce que être performé, mais si c'est être pour, je dirais, ne pas avoir une efficience aussi optimale, c'est compliqué. Si pour performer, vous devez dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, ça ne durera pas dans le temps. Donc en fait, c'est pour ça que ce paradigme-là de la lenteur adaptée, à certains états, à certains moments, est hyper important et peut inonder, je dirais, le monde de l'entreprise. C'est super intéressant. Non, mais j'essaye d'appliquer ça un peu moi aussi sur le podcast. Enfin, c'est quand même des semaines de 50 heures quand on fait tout soi-même. Et il y a des choses que j'adore, comme passer 2 heures avec toi aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui m'énergisent. Je peux le faire 2 fois par jour avec plaisir. Par contre, le montage vidéo ou certaines choses chronophages, toutes les semaines, pas beaucoup de stimulation intellectuelle. Ça, c'est plus cher. Et maintenant, j'essaie de le caser à un endroit, peut-être juste après le tournage, où j'ai pas mal d'énergie, où ça va m'embêter moins qu'en fin de
chaîne de production juste avant de publier un épisode où je suis déjà un peu en Tout à fait. train de remonter à la surface Oui. et avec plus beaucoup d'oxygène et plus beaucoup d'énergie pour faire cette étape. Donc, non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Parfois, en tant qu'entrepreneur, on se dit, bah, si on ralentit, donc, OK, là, tu t'arrêtes, tu cales un endroit dans ton agenda où tu vas t'en occuper. Bah, tu te dis que tu le décales dans le temps et que du coup, tu bosses moins. Mais au final, ce repos, la leçon, c'est que tu vas gagner en lucidité, donc prendre des meilleures décisions le lendemain que si tu avais bossé jusqu'à minuit et que tu passes une mauvaise nuit. Enfin, je sais pas, c'est un peu ça le... Ouais, c'est un peu ça, complètement. OK. Complètement. OK, génial. Peut-être pour finir, c'est un peu ce parallèle avec l'entrepreneuriat. S'il y a des entrepreneurs, des cadres, enfin n'importe qui nous écoute, qui a un travail de bureau et qui veut mettre en pratique 2-3 petites routines au quotidien, tous les jours, que ce soit sur la respiration, la gestion des émotions. Qu'est-ce que tu conseillerais là à nos auditrices et auditeurs Moi, je dirais de pouvoir caler en fait sa journée avec des temps où vous devez faire ce que vous devez faire d'un point de vue professionnel. C'est normal, c'est votre job, vous êtes payé pour ça et c'est normal. Il faut le faire, mais d'arriver à caler dans sa journée un temps pour soi, qui va se rajouter aussi au temps avec la famille, pour ceux qui ont une famille bien évidemment, mais à avoir ce temps personnel de régénération. Et cette régénération, elle se fait à travers le sport, elle se fait à travers une activité intellectuelle, une activité sociale, peu importe. Mais il faut qu'il y ait ce temps-là, je dirais. Et s'il peut pas être mis dans une journée, il faut qu'il soit au moins réparti à l'échelle possiblement d'une semaine. C'est-à-dire que vous ayez des temps à vous pour vous permettre de bouger, de respirer, de vous nourrir intellectuellement, mais de pas être toujours en fait dans le guidon, tout simplement. OK. Et c'est hyper important d'avoir ces temps-là, qui ne sont pas forcément des temps dans lesquels vous devez à tout prix construire. C'est-à-dire, c'est faire aussi des choses simplement pour se faire du bien. Lire pour se faire du bien. Et c'est pas grave si vous n'allez pas développer plus de compétences par vos lectures. C'est pas grave. Par contre, ça va vous ouvrir malgré tout l'esprit, ou ça va aussi vous avoir permis pendant peut-être 7 heures de lecture de vous ressourcer physiquement, en tout cas, tout en passant déjà aussi un bon moment intellectuellement, mais qui va peut-être pas vous faire grandir intellectuellement, mais c'est pas grave. Par contre, ces ressources-là sont nécessaires, sont véritablement importantes. OK. Super intéressant. Je pense qu'on a déjà parcouru énormément de sujets. Il y en a peut-être un dernier que je voulais parcourir avec toi avant de finir avec les 2 dernières questions rituelles. Il me semble que tu es aussi très engagé pour les océans. Tu travailles beaucoup pour la science, l'écologie marine. On a dépassé un peu en temps sur les autres sujets, donc mais peut-être qu'en une ou 2 minutes, quel est le problème et qu'est-ce que tu fais et où est-ce qu'on doit aller sur ce sujet? Waouh, c'est en 2 minutes, c'est chaud, hein. C'est un peu chaud, ouais. Alors juste pour dire peut-être que moi cet attrait pour l'environnement, il s'est construit petit à petit. Et sur la fin de ma carrière notamment, où véritablement la place et l'état de l'océan se sont révélés davantage à mon attention qu'ils ne l'étaient au départ. J'ai commencé à faire des documentaires justement là-dedans, et un des premiers documentaires que j'ai tourné juste après mon titre de champion du monde en 2019, c'était la quête du sauvage, c'est-à-dire notamment cette capacité à retrouver la connexion avec le monde animal, le grand sauvage animalier de la mer, c'est-à-dire les grands cétacés, et d'aller pouvoir aller à leur rencontre dans des endroits notamment qui le permettent, parce que chez nous, par exemple à Marseille, on a une superbe Méditerranée, et pour rencontrer les cétacés, il faut aller un petit peu loin, parce que notre emprise anthropique sur le littoral, elle a fait que ces cétacés, soit ils ont été tout simplement anéantis, soit ils ont dû se réfugier un peu plus au large, et donc c'est plus compliqué de les voir. Donc je suis parti en Norvège en fait pour aller plonger avec les orques et les baleines à bosse, et être confronté véritablement à ces seigneurs de l'apnée, moi qui ne suis pas grand-chose du coup par rapport à eux, et être confronté un peu aussi à cette rudesse du climat, à cette rudesse des paysages, mais qui sont en même temps incroyables, et pouvoir avoir ces interactions justement, qui ne laissent pas indifférent par rapport au gigantisme, par rapport au symbolisme aussi. Les orques, c'est les plus grands prédateurs des océans. Les orques, ils mangent le grand requin blanc des dents de la mer, ils le mangent. Donc en fait, tu vas plonger avec ces animaux-là, avec bien évidemment tout un tas de protocoles de sécurité, etc. Mais
tu vas te confronter véritablement au grand sauvage et tu vas véritablement sortir de cette zone de confort. Et moi, ça m'a permis aussi par cet intérêt, de commencer à rendre un petit peu aussi à la mer les joies qu'elle m'avait pu m'offrir sur de très nombreuses années. Et comme aujourd'hui, on est sur cette problématique, notamment du changement global, changement climatique, changement des limites planétaires, etc. On va vers quelque chose dans lequel on est dans une transition. L'Holocène qui nous caractérise, cette période voilà, du temps depuis 12 000 ans, stable, se modifie et à un rythme effréné, une accélération sans précédent. Aujourd'hui, voilà, le changement climatique et le changement global, il est admis scientifiquement, même si on a encore des climato-sceptiques, etc. C'est admis scientifiquement. Donc on ne peut plus dire ah oui, mais pensez que, mais finalement non. Aujourd'hui, on sait. Et moi, je m'intéresse de plus en plus à ça et j'essaye de faire profiter un tout petit peu de ma petite notoriété à un institut en écologie marine à Marseille qui s'appelle Septentrion Environnement, qui est spécialisé sur l'étude de certains écosystèmes marins particuliers, très propres à la Méditerranée, qui a une aura aussi malgré tout internationale parce qu'il coopère notamment avec des grandes structures comme le WWF ou des choses comme ça à l'étranger. J'essaie d'apporter en fait, je ne suis pas scientifique, mais d'apporter en fait le fait d'être exposé médiatiquement pour pouvoir relayer leur discours scientifique et les travaux scientifiques qu'ils mènent en fait en écologie marine et de sensibiliser le plus possible les gens. Ça pénètre aussi en fait de plus en plus dans mes discours en entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je parle de performance, de ralentissement, mais je parle aussi d'écologie marine de plus en plus parce que on s'aperçoit aussi qu'en fait les organismes en mer, les organismes profonds, les organismes même sur le coralligène, qui est ici un écosystème marin de la Méditerranée très important, qui n'a rien à envier aux récifs coralliens tropicaux. On a des choses en Méditerranée qui sont très très belles. Lui, il vit très lentement. Il vit très lentement pour perdurer pendant des siècles, en fait. Et c'est aussi une très belle leçon de vie, en fait, que d'apprendre cela véritablement de la nature, en fait. Et c'est pour ça que ça commence à transpirer aussi dans mes discours en entreprise. Super intéressant. Et j'essaye justement avec modestement de m'engager. Alors, je suis pas un activiste du tout, mais je relais certaines paroles et certains faits scientifiques, notamment en écologie marine. Je trouve que ma compagne est biologiste marine, justement. On s'est rencontrés ainsi. Et ça, en fait, c'est véritablement très important pour moi d'aller investir ce champ-là, justement, parce que je le trouve passionnant. Et je suis du coup aussi au courant des urgences écologiques qui nous traversent aujourd'hui. Si on veut en savoir plus, est-ce il y a un site où on peut suivre un peu ce sujet-là Moi, vous pouvez déjà suivre les réseaux sociaux de l'Institut Septentrion Environnement sur LinkedIn, sur Instagram. Moi, personnellement, c'est une communication que je relais beaucoup. Et puis après, il y a donc sur ton compte Instagram perso, Morgane. Sur LinkedIn aussi. Et puis après, moi, à titre personnel aussi, par exemple, je fais plonger des personnalités sur des documentaires pour les initier à l'apnée, pour les bienfaits de l'apnée, mais aussi aux enjeux de l'océan. Donc là, il y a l'année dernière est sorti un premier documentaire avec le chanteur Dayam Akhenaton que j'ai fait plonger à Marseille et sur lequel on a discuté aussi de toutes ces problématiques. Et cet été, j'ai tourné en Martinique avec Alice Belaïdi, du coup sur le même format. Et ça va sortir en mars prochain sur Ushuaïa TV, notamment en prime time. Ok. Donc sur le téléccâble satellite, sur Ushuaïa et TV, ça sera rediffusé en replay sur YouTube, MyCanal. Et puis on va faire aussi une diffusion sur la tour de TF1 pour les journalistes, notamment. On espère faire une avant-première en Martinique qui nous a super bien accueillis pour ce tournage aussi. Trop bien. Et donc voilà, donc le truc est lancé. On essaie de faire une série comme ça aussi. Ça fait partie des autres moyens aussi que je mets en place pour pouvoir communiquer au grand public aussi. Et sur des secteurs, en fait, là on a parlé de la musique et du rap, là on parle du cinéma, qui sont pas forcément connectés à... Tu parlais de connecter au début à ces enjeux-là, en fait. Carrément. Trop bien. Donc en gros, mais pour savoir tout ce qui se passe dans ta vie, dans tes différents projets, sur ton compte Instagram, c'est une bonne source. Oui, tout à fait. Et mon site internet aussi, ton site internet, morganeborkis.com. Ok, super. On est à la fin. Peut-être que j'ai 2 questions, peut-être un mot pour chacune des questions. Ok. Qui souhaites-tu écouter dans ce podcast?
comme prochain invité. Et en un mot, encore une fois, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Alors, un prochain invité, alors peut-être, Ça peut être entrepreneur, sportif ou ouais, artiste. ouais. Si ce serait sportif, ce serait, allez, pourquoi pas David Bensoussan, qui est un planchiste marseillais qui s'est mis à l'ultra trail. Ok, trop bien. Voilà. Ouais, Donc je serais bien curieux aussi de voir un peu comment est-ce que lui a bâti voilà sa réussite en planche à voile et comment est-ce qu'il a migré aussi vers le l'ultra trail, trail aujourd'hui. Alors trop bien. voilà. Après en entrepreneur, je suis peut-être pas suffisamment calé dans le milieu. Si après ça serait en personnalité inspirante, qui est-ce qu'on pourrait avoir? IAM serait intéressant aussi. Ouais, ça serait intéressant. Alors eux, c'est compliqué de les avoir, hein, d'un point de vue média, c'est dur. Mais J'imagine. ça serait chouette de les avoir aussi, ouais, pourquoi pas. Ouais, Ok, ouais, trop bien. ouais. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Déjà une belle naissance Ouais, c'est vrai. pour ce début du mois de janvier. Je te la souhaite. Et puis après, de continuer. Moi, j'ai un projet, notamment une mission requin dans l'océan Indien, donc Mmh. toujours en lien, voilà, avec cette amélioration de la connaissance sur nos écosystèmes, qui doit se mettre en place. On travaille dessus depuis plusieurs années. On cherche à faire financer ce projet via des fonds publics européens, via des fondations également. Mmh. Donc, on est en pleine recherche. Ça s'appelle Being the Shark, Ok. c'est-à-dire être un peu dans la peau du requin. Mmh. Et puis c'est une étude comportementale sur les interactions homme-requin sur les grandes espèces, Ok. requin tigre, requin bulldog, et sur des territoires de l'océan Indien comme la Réunion, l'île Maurice, le Mozambique et Madagascar, où avec l'Observatoire marin de la Réunion, Antonin Blaison et Pablo Rocha de l'association Ciblose à Marseille, Mmh. on essaie de monter ce projet, cette campagne scientifique sur les grands requins de l'océan Indien. Trop bien. Voilà. Incroyable projet. Waouh, Morgane, j'ai passé un exceptionnel épisode. J'ai énormément appris. Je ne connaissais pas grand-chose à l'apnée. Je pense pas mal d'auditeurs non plus avant de faire ta connaissance. C'est extrêmement dur, les exploits que tu as construits. Donc hyper admiratif. Très content aussi d'avoir eu tous ces apprentissages entrepreneuriaux. Et curieux aussi d'en parler par la suite, rester en contact pour voir comment les appliquer. Et bon, si parmi nos auditrices, auditeurs, entrepreneurs, certains veulent faire appel à Morgane en tant que conférencier ou formateur, n'hésitez pas donc à le contacter sur Instagram, LinkedIn ou sur son site. Et merci. Et je te souhaite une très belle naissance à toi et ta femme, ta copine avec votre nouvel enfant, et une très belle année 2026. Merci beaucoup, Daniel. J'aurais hâte d'écouter cet épisode pour voir un petit peu si on a été bon. On l'est. Merci à toi. À bientôt, Morgane. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média et j'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 mini-actions très rapides aident énormément. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne, Spotify, Apple, Deezer ou autre, puis cliquez sur « Évaluer l'émission » et mettez-moi une petite note 5 étoiles. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.